Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue sur notre session du jeudi soir du Conseil scientifique indépendant. Excusez-nous, 5 petites minutes de retard pour commencer ce live qui devrait être tout aussi passionnant que les précédents avec 3 intervenants de qualité qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'on peut savoir, comprendre sur la situation sanitaire avec une vision très très objective, très transparente sur des chiffres, sur ce que vous vivez au quotidien et comment on peut agir tous ensemble pour lutter un petit peu et retrouver une vie plus tranquille, on va dire. Voilà, on va voir un petit peu qui est là avec nous ce soir. Ils vont arriver les uns après les autres, je pense. Eh ben, ils arrivent même en groupe. Olivier, bonjour Olivier Soulier, est souvent avec nous. Il faut que tu mettes ton micro pour dire bonjour. Docteur Philippe de Bonjour. Chazourne, de La Réunion, bonjour. Docteur Louis Fouché, il a son micro coupé aussi, attention. Bonjour Louis, ou bonsoir. Bonjour Eric, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 6e édition après une petite semaine de vacances. Et on a deux invités de marque. Merci beaucoup à vous d'être là. Voilà, Laurent Toubiana, membre émérite du Conseil scientifique indépendant, qui est avec nous depuis le début. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Très heureux de reparticiper avec vous après une petite semaine de vacances comme lui, mais je n'étais pas avec lui. Voilà, ailleurs. Alors, Hélène Banoun et Vincent Pavant, qui partagent la même caméra, membres également du Conseil scientifique indépendant. Et Hélène nous parlera tout à l'heure en 3e position des tests. Bonsoir. Bonsoir. Et 2 intervenants nouveaux et qu'on accueille avec grand plaisir. Surya d'abord. Bonsoir Surya. Bonsoir à tous. On te présentera plus tard. Et puis Pierre Chaillot, qui sera notre premier intervenant. Bonsoir Pierre, il faut ouvrir ton micro. Bonsoir à tous. Ravi de t'accueillir. Alors, la question s'est posée, est-ce qu'on doit se vouvoyer? On a eu des internautes qui nous ont dit ça fait un petit peu bande de copains et de se tutoyer. Mais en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus bienveillant. On va pas faire les hypocrites comme sur certains plateaux de télé. Et je pense qu'on est là pour avancer tous dans le même sens. Et se tutoyer ne me choque pas. J'espère que ça ne choquera personne d'entre vous. Non, ça ne nous choque pas. Ça correspond bien à la proximité et à l'adhésion globale que nous avons à ce que nous vivons tous ensemble. Voilà, nous avons beau essayer d'être le plus rigoureux, le plus scientifique possible, ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas la bienveillance. Et je pense que ce tutoiement crée de la proximité tout à fait intéressante. On va peut-être commencer tout de suite avec notre premier intervenant, premier conférencier de ce soir, Pierre Chaillot. Alors Pierre, donc encore une fois, bienvenue. Tu es donc statisticien. Je pense que pas mal d'internautes doivent te connaître parce que tu animes une chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'info où moi j'ai appris vraiment énormément de choses. Il faut savoir que tu es ancien membre de l'INSEE. Tu as fait de nombreuses publications et donc tu es un vrai spécialiste des chiffres. Et ce soir, si je ne m'abuse, tu vas justement nous parler de ces chiffres qui sont toujours un peu troublants, hein, qu'on nous assène. À une époque, on avait tous les soirs le nombre de morts, et c'est justement de ces morts-là que je crois que tu vas nous parler, de ces 100 000 morts. Oui, alors donc la plupart d'entre vous, je pense, me connaissent probablement pas mes travaux. Donc j'ai en effet une petite chaîne sur YouTube qui s'appelle Décoder l'écho. Donc pour me présenter très rapidement, je suis statisticien et de formation et de métier. Et depuis plus d'1 an maintenant, je télécharge et j'analyse toutes les données officielles de mortalité française. Et toutes mes analyses sont en ligne sous la forme soit d'articles, soit de vidéos, ou les deux. Et à chaque fois, je donne les sources et les calculs que je fais. Donc, mon principal apport pour comprendre la mortalité en 2020, qu'on attribue à la Covid-19, ça a été de proposer des calculs pour prendre en compte l'évolution de l'âge des Français. Et pour mémoire, la principale cause de mortalité aujourd'hui, comme toujours, ça reste l'âge. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on a une probabilité de décéder qui est de plus en plus forte. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Je vais passer sur ma présentation peut-être. Voilà, donc toutes mes analyses jusqu'ici, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, ont consisté à étudier les décès, toutes causes
toutes causes confondues, et pas seulement celles qui étaient étiquetées Covid. Parce que je considère non fiables les données étiquetées seulement Covid. Et je vais vous faire un bref rappel de ce que j'ai pu constater sur les décès toutes causes, et puis je vous montrerai les résultats que j'ai obtenus en comparant les décès toutes causes aux décès Covid, et en particulier ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc, lorsqu'on regarde les décès sur un territoire pendant une certaine période, il est primordial de regarder la population de ce territoire à cette période et de détailler selon l'âge des gens. Ça s'appelle tout simplement faire de la démographie, ce que je dis. On ne peut pas se prétendre démographe si on ne prend pas en compte la population et l'âge des gens dans les calculs qui concernent les décès. En France, s'il y a plus de morts qu'au Luxembourg, c'est parce qu'en France, nous sommes 100 fois plus nombreux qu'au Luxembourg. Tout le monde trouve ça normal. Et s'il y a plus de morts dans un EHPAD que dans une école maternelle, c'est parce que ce n'est pas parce que l'EHPAD est plus dangereux que l'école maternelle, mais parce que les résidents d'un EHPAD sont plus vieux que ceux d'une école maternelle. Donc, pour savoir si en 2020, nous avons vraiment plus de morts que les autres années, il faut regarder si la population n'a pas augmenté et n'a pas vieilli. Donc, voilà un petit rappel. Là, ce que je vous présente sur ce premier graphique de démographie française, c'est ce qu'on appelle une pyramide des âges. Dans une pyramide des âges, classiquement, je ne sais pas si on voit ma souris sur l'écran, mais classiquement, on met les hommes à gauche, qui sont ici sur les courbes bleues, et les femmes à droite. Tout en bas d'une pyramide des âges, on montre les personnes vivantes qui ont 0 ans. Donc, par exemple, sur la courbe bleu foncé ici en 2020, on voit qu'il y a à peu près 320 000 nourrissons de 0 ans vivants en 2020, et en 2017, ils étaient plutôt 340 000. Bon, et plus on monte dans la pyramide des âges, et plus on tombe sur des personnes âgées, et tout en haut, ce sont les centenaires que l'on voit. Donc ici, les pyramides des âges, hommes et femmes, en 2017 et 2020. Donc la première information qu'on a à regarder quand on compare des décès, c'est la population totale, et ce qu'on sait, c'est que la population augmente. Et en 2017, il y avait à peu près 64 600 000 personnes vivantes en France métropolitaine, et en 2020, il y en a 64 897 000, ce qui veut dire qu'on a gagné en l'espace de 3 ans 250 000 personnes. Donc c'est tout à fait normal d'avoir plus de décès en 2020 qu'en 2017, puisqu'on a juste plus de monde. Donc il faut toujours corriger de ça. Il faut quand même aller un peu plus loin, parce qu'il faut quand même se poser la question de savoir si les personnes qu'on a en plus en 2020 qu'en 2017, ce sont des jeunes ou des vieux. Et donc, ce qui se passe depuis quelques années en France, en particulier depuis 2010, c'est qu'on a une génération très très forte qui s'appelle les baby boomers, qui sont les gens qui sont nés entre 1946 et les années 70 et qui commencent à prendre de l'âge et qui ont maintenant, depuis les années 2010, qui commencent à avoir plus de 50, 55, 60 ans. Et donc, ces baby boomers-là commencent à rentrer dans les âges où on commence à décéder. Et de manière plus précise que ce que j'ai dit, en 3 ans, on a gagné 250 000 personnes, mais en fait, en 3 ans, on a gagné plus de 800 000 personnes de plus de 65 ans et on a perdu 600 000 jeunes. Donc, on a un vieillissement de la population française qui est extrêmement fort ces dernières années, et donc, on a de plus en plus de décès en France chaque année, et c'est normal, c'est juste la démographie. Ici, vous voyez, j'ai représenté sur ce graphique-là les décès que l'on a en France, les décès bruts qu'on a en France depuis 1962. Donc, on a eu une relative période de stabilité pendant longtemps. Et puis, depuis 2010 à peu près, depuis la période où nos baby boomers commencent à rentrer dans les âges où on décède, on a une augmentation assez régulière de la mortalité. Et là, on voit 2020 en rouge, que j'ai mis en rouge, puisqu'elle est présentée comme étant l'année sur laquelle on a eu le plus de morts en France qu'on n'ait jamais eu. Et c'est tout à fait vrai, hein, c'est vraiment l'année sur laquelle on a eu plus de morts en France. La deuxième année sur laquelle on a eu plus de morts en France, en fait, c'est 2019. L'année d'avant, on a eu plus de morts, c'est 2018, puis 2017, etc. Le nombre de décès, finalement, il augmente chaque année. Donc là, on voit un saut entre 2019 et 2020, mais ce qu'on dit juste, c'est que c'est normal de battre le record de nombre de décès chaque année, puisque c'est juste la démographie. Donc, la méthode que j'ai proposée dans mes vidéos, c'est une méthode de standardisation pour mettre la même pyramide des âges partout pour vraiment comparer les choses et arrêter de dire que on a une période où on a le plus grand nombre de morts jamais connus si c'est juste parce qu'on a plus de personnes âgées et plus de population. Donc, c'est ce que je vous montre sur le graphique suivant. Voici exactement la même chose, toujours le nombre de morts, mais cette fois-ci en standardisant les décès avec la pyramide des âges de 2020.
Et donc là, on raconte plus du tout la même histoire, puisqu'on n'observe plus une augmentation de la mortalité à partir de 2010, mais on continue d'avoir une légère diminution de la mortalité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de plus en plus de morts. Il y a plus de morts en brut et au total, mais il y a plutôt de moins en moins de morts si on regarde avec l'effet âge. Et au final, le 2020 est bien un peu plus haute que 2019, mais est au niveau 2015, et 2020, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de la France. Donc ça, il faut avoir ça en tête. L'année 2020, c'est pas un record toute catégorie de mortalité, c'est un record toute catégorie de décès parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux et qu'on n'a jamais eu autant de personnes âgées. Donc c'est un record de décès, mais ça n'est pas du tout un record de mortalité. C'est même la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Donc maintenant qu'on en est là, j'ai fait un peu d'autres travaux un peu plus précis sur ma chaîne où j'ai essayé de voir un peu plus finement ce qu'on voyait sur des périodes de forte mortalité. Donc vous savez tous que dans la période de mars-avril de l'année 2020, on a une très forte période de mortalité qu'on a appelée la première vague. Et je me suis dit que j'allais comparer cette période de mortalité à une autre période de mortalité qu'on avait eue précédemment. Et j'ai pris donc la période de mortalité de 65 jours de la Covid-19, j'ai comparé à une période de 65 jours de mortalité forte et j'ai pris la grippe 2017. Bon, tout le monde ne meurt pas de la Covid-19, ce sont les décès de toutes causes pendant la période de surmortalité Covid. Et en face, j'ai mis la période de surmortalité qu'on attribue à la grippe, où tout le monde ne meurt pas évidemment de la grippe, mais sur laquelle on attribue une certaine surmortalité à la grippe. Et donc, quand on met ces deux courbes-là l'une en face de l'autre et qu'on les étale un petit peu, on se rend compte que les différences sont finalement pas si énormes que ça. Et pendant la période grippale de 2017, on avait eu 132 000 décès, et pendant notre période de Covid-19, on en a eu 134 000. Donc, il y a quand même plus de décès Covid-19 que de grippe. Sauf qu'évidemment, on vient de voir que la population française a bien changé, et on a quand même envie de comparer à pyramide des âges égale. Et quand on fait cet exercice-là, de comparer à pyramide des âges égale, on tombe sur cette courbe-là. Donc, j'ai mis pour chaque âge le taux de mortalité de cet âge. La courbe orange, ce sont les décès pendant la période Covid, et la courbe violette, ce sont les décès pendant la période de grippe. Et on se rend compte que la courbe violette est tout le temps au-dessus de la courbe orange, ce qui veut dire que les gens sont bien plus décédés pendant la période attribuée à la grippe en 2017 que pendant la période Covid de mars-avril 2020. Il n'y a juste pas photo entre les deux. Les gens sont beaucoup plus morts de la grippe en proportion que de la Covid. Et si on voit une courbe plus haute, c'est juste parce qu'on a beaucoup plus de personnes âgées et de population en 2020 qu'en 2017, quand on regarde les chiffres bruts. Donc, force de ce constat, il y a un moment où on se dit... Donc, je ne voulais pas jusqu'ici aller regarder et traiter les décès Covid, puisque je considérais que ça ne représentait absolument rien, et qu'avec la mortalité de toute cause, on voyait bien quand même que globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, j'ai fini par y aller, et j'ai fait un exercice qui a été d'essayer de regarder quelle était la part des décès Covid dans la mortalité de toute cause. Et j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise. Quand je m'attendais à avoir des données pas terribles, mais à ce point-là, c'était quand même assez incroyable. Donc, la première chose à faire quand même, c'est de rappeler un peu les nombres de décès Covid. Donc là, c'est le 16 avril, je crois. Il y a eu énormément de publicité dans les médias pour se demander s'il fallait fêter le 100 millième décédé de la Covid de manière officielle. C'était le 16 avril. Donc ici, je vous ai mis le graphique où je démarre depuis le premier décès de la Covid, donc c'était fin mars 2020, jusqu'au mois d'avril, on a dépassé les 100 000, et ça, c'est la courbe orange. Et en bleu, en face, au-dessus, je vous ai mis les décès totaux exactement sur la même période, pour qu'on se rende bien compte que sur cette période-là, on attribue en tout cas 100 000 décès à la Covid, mais qu'en France, il est décédé sur la même période 750 000 personnes. Donc, sur ce total, sur 750 000 personnes, il y en a 650 000 dont personne n'en a rien à carrer. Il n'y a pas du tout le moindre titre de journal pour en parler. Et du coup, on fait le focus sur uniquement ces 100 000-là. Donc, dans les 650 000 dont tout le monde se fiche, il y a tous nos jeunes, parce que nos jeunes ne sont pas morts de la Covid, mais il y en a quand même qui sont morts d'autres choses, de cancer, de maladies, d'accidents, de suicides. Et ça, voilà, ça ne compte pas. Et toutes les autres causes de décès, on n'en parle pas non plus. Donc voilà, ça c'était ce graphique juste pour remettre les choses en perspective. On est en train de parler de 100 000 morts sur 750 000 en France. Donc, avec les fichiers de l'INSEE et mis en ligne aussi sur datagouv.fr, tous les chiffres que je vous montre sont des chiffres officiels qui viennent soit de l'INSEE, soit de datagouv.fr. Vous trouverez sur Internet à chaque fois en face de mes vidéos les liens pour aller télécharger les vidéos, les méthodes, je mets tout en ligne.
Et donc ici, j'ai récupéré les décès estampillés Covid sur DataGouv, et en face, je vous mets donc ça c'est en bleu, depuis de janvier 2020 jusqu'à avril 2021, et en orange, ce sont les décès toutes causes de l'INSEE, les mêmes jours sur les mêmes périodes. Et les décès que vous voyez là, ce sont les décès à l'hôpital. Donc ça, je l'ai appelé ça quand la Covid éclipse le reste, on va voir pourquoi. Donc en bleu, ce sont les décès estampillés Covid à l'hôpital chaque jour, et en orange, ce sont les décès toutes causes à l'hôpital. En termes de nombre, je vais commencer peut-être par la courbe violette. C'était pour me donner une idée de ce qu'était qu'une mortalité normale à l'hôpital. Je me suis basé sur les mois de janvier, février, mars. En janvier, février, mars, on est en période épidémique classique, donc l'hôpital est évidemment saturé comme tous les ans, avec des difficultés aux urgences respiratoires, etc. Et pendant cette période de mortalité hivernale complètement classique, même plutôt faible en fait pour être précis pour la période, on a autour de 950 personnes qui décèdent à l'hôpital tous les jours. C'est la norme, c'est ce qui est normal. On fait ensuite un calcul d'intervalle de confiance et ça nous dit que voilà la norme de décès à l'hôpital tous les jours pendant cette période, c'est entre 940 et 960 personnes tous les jours. Ce qui veut dire qu'on peut considérer comme étant une mortalité anormale quand on a plus de 960 personnes qui décèdent à l'hôpital sur une même journée. Donc il se trouve qu'en effet, entre le 18 mars et le 18 avril, ce seuil de 960 décès par jour, il a été franchi à l'hôpital tous les jours là pendant un mois. Et on a atteint un pic de 1345 décès à l'hôpital le 31 mars 2020. Toujours pendant cette période, donc le nombre de décès moyen à l'hôpital qu'on a connu en France, il était de 1150 par jour en moyenne, soit 200 de plus en moyenne par jour que ce qu'on avait d'habitude pendant la période hivernale. Mais pendant cette période, ont été déclarés Covid en bleu, en moyenne 370 décès par jour. Donc, on a connu plus de 100, mais on a vu une déclaration de 370 en moyenne. Ce qui veut dire que là, on a un souci. On a plus de déclarations Covid que de mortalité en plus par rapport à d'habitude. Pour mieux voir les choses, je vous propose, on va faire le même graphique, mais je ne vais pas cumuler. Je vais enlever la courbe bleue de la courbe orange de façon à bien avoir les 100 Covid tout seul. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du 18 mars, à partir du moment où on commence à compter des décédés Covid à l'hôpital, il y a les morts hors Covid, eux, commencent sérieusement à baisser. On a un transfert d'attribution des décès, dès toutes causes, vers la Covid. On voit clairement à partir du 18 mars, la courbe bleue qui augmente pendant que la courbe orange diminue. Et cette tendance-là, elle est assez forte et elle se reproduit ensuite avec ce qu'on a appelé la deuxième vague, qui est à partir de novembre, où dès qu'on a commencé à attribuer des décès à la Covid, en fait, le reste des maladies a commencé, l'attribution des décès aux autres maladies a sérieusement diminué. Bon, c'est même assez ridicule ce qu'on voit à partir de novembre, puisque, en disant qu'à l'hôpital, quand il n'y a pas d'épidémie, que tout va bien, il décède à peu près 800 décès par jour. Il y a à peu près 800 décès par jour à l'hôpital, quand il n'y a pas d'épidémie, qu'on est en période normale. C'est dû à notre démographie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que normalement, la mortalité hivernale, comme l'année dernière en début 2020, elle devrait remonter pour se retrouver autour de 1000, parce qu'il y a toutes les différentes épidémies, les épidémies grippales, etc., qui arrivent. Il y a aussi des phénomènes d'abandon des personnes âgées qui sont beaucoup plus forts en période hivernale. Enfin, il y a énormément de facteurs qui augmentent la mortalité en hiver. Mais là, à l'hôpital, on ne voit absolument rien. On ne voit aucune surmortalité à l'hôpital, mis à part tout ce que l'on attribue à la Covid-19. Ça veut dire que à partir de novembre 2020, absolument toute la surmortalité hospitalière a été attribuée à la Covid-19. C'est comme si il n'y avait absolument aucune maladie hivernale autre que la Covid-19. Tous les morts sont attribués à cette maladie uniquement. Donc je ne sais pas qui peut encore croire qu'il n'existe plus qu'une seule maladie hivernale en France et que c'est celle-ci. Si on veut être un peu sérieux et qu'on veut se dire que ce qu'on pourrait éventuellement envisager d'attribuer à la seule Covid-19, c'est une mortalité différente de d'habitude, ce qu'on appelle la surmortalité, c'est-à-dire qu'il faut compter le nombre de décès que l'on a au-dessus des 961, qui sont la mortalité habituelle vue pendant l'hiver 2020, enfin début de l'hiver 2020, quand il n'y avait pas encore la Covid. Si on fait ce calcul-là, on tombe sur à peu près 23 000 décès. On a une surmortalité d'environ 23 000 personnes sur l'année 2020 qu'on pourrait commencer à envisager d'attribuer à la Covid ou à tous les autres facteurs qui vont avec. Mais pendant cette période-là,
Santé publique France et le gouvernement nous disent qu'il y a 70 000 décès Covid. C'est-à-dire que dans ces 70 000 décès Covid, il y en a près de 50 000 qui sont dans la mortalité complètement normale de l'année en période hivernale. Donc, il ne s'est absolument rien passé pour ces 50 000 personnes qui seraient décédées de toute façon à l'hôpital, comme on le voit d'habitude. Donc ça, c'est vraiment énorme comme chiffre. Donc, dans les 100 000 qu'on annonce, de décès, il y a 70 000 décès à l'hôpital. Mais moi, en termes de surmortalité, je n'en vois que 23 000 sur ces 70 000. On peut même aller un petit peu plus loin, assez brièvement, mais je ne sais pas si vous savez, il y a une étude extrêmement intéressante réalisée par deux personnes qui s'appellent Cauchemez et Fontanet. Et cette étude-là nous apprend, donc elle a été diffusée, je crois, au mois de mai 2020, et ils nous apprennent, très, très, très fiers d'eux et de ce qu'ils ont trouvé et de leurs mesures, que sur la période de mars-avril, il y a 17% des personnes arrivant à l'hôpital qui sont décédés, Covid-19, je veux dire, qui sont décédés dès leur premier jour d'arrivée à l'hôpital. Donc c'est tellement énorme dans leur modélisation qu'ils font, qu'ils sortent ces personnes-là de leur modélisation pour expliquer qu'en fait, il y a un Covid fulgurant qui tue les gens en 24 heures. C'est assez incroyable à lire. Je vous le conseille. Mais en fait, ce qu'ils montrent avec leurs chiffres, c'est qu'on a 17% des personnes arrivant à l'hôpital qui arrivent trop tard. Enfin, la lecture est extrêmement simple. Voilà, quand vous avez une masse de personnes qui arrivent et qu'on n'a même pas le temps de les enregistrer qui sont déjà décédés, c'est clairement que voilà, il y a un défaut de prise en charge et qui sont arrivés trop tard. Je vous rappelle que le mois de mars-avril, ça fait 2 mois à peu près il me semble, que les médecins ont interdiction de prescrire et qu'on a dit aux gens quand ils étaient vraiment très malades de rester chez eux avec de Doliprane et de venir à l'hôpital que quand ils pouvaient plus respirer. Donc au bilan, quand on vient à l'hôpital et qu'on peut plus respirer, globalement on meurt, quoi. Finalement, ce que nous apprend cette étude de Cauchemez et Fontanet, c'est que quand on n'est pas soigné, finalement, on meurt plus. Et donc, sur cette période-là, les personnes, ici, la surmortalité que je calcule en violet sur cette période-là, c'est à peu près 6 000 personnes. Et d'après ce qu'ont calculé Fontanet et Cauchemez, le nombre de personnes qui sont décédées dès leur premier jour d'hôpital, ça doit représenter à peu près 3 000 personnes. Donc, on a la moitié de la surmortalité, c'est écrit dans leur propre étude. Enfin, ils ne vont pas jusqu'à écrire les mots, mais ils mettent tous les chiffres à disposition, qui montrent que finalement, on a la moitié des gens qui sont juste des gens qui sont arrivés trop tard. Et voilà, il suffit de se demander qui est-ce qui a pris cette décision-là de dire aux gens de ne pas se soigner, d'interdire aux médecins de prescrire et de venir à l'hôpital trop tard. Enfin bref, on peut même aller un peu plus loin. Je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce qu'on pouvait considérer comme étant arrivé trop tard. Parce que sur leur graphique, on peut tout extraire. Et si on considère qu'arriver trop tard à l'hôpital, c'est mourir dans les 3 jours, eh bien, on explique 100% de la bosse que vous voyez ici. Donc, si jamais on se disait tout à fait entre nous, que les personnes arrivant à l'hôpital à cette période et qui sont décédées dans les 3 jours sans qu'on puisse les rattraper, ce sont des personnes qui sont arrivées trop tard, ça veut dire qu'on explique absolument toute la bosse de surmortalité hospitalière en période de mars-avril et qu'il n'y en a plus. Donc, personnellement, je serais extrêmement heureux que Cauchemez et Fontanet nous refassent la même étude avec les mêmes comptages à partir de novembre, pour savoir exactement qui sont les personnes dans toute cette surmortalité qui, encore une fois, sont arrivées trop tard à l'hôpital. Enfin voilà. Donc, s'ils pouvaient refaire la même excellente étude sur cette période-là, j'en serais ravi. Maintenant qu'on a vu l'hôpital et qu'on a vu la surmortalité, et en particulier celle de mars-avril qu'on peut expliquer, passons aux 2 autres lieux qu'on peut étudier, les EHPAD et les décès à domicile. Donc, les EHPAD, c'est le 2e endroit sur lequel on attribue des décès Covid et sur lequel on peut télécharger les données sur Santé publique France. Alors, j'ai appelé ça quand on ressuscite de la Covid-19, parce que si vous avez le bonheur d'aller télécharger des données et que vous faites un peu plus que regarder juste les jolis graphiques cumulés, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal de jours où sur data.gouv.fr, donc les remontées de décès sont négatifs. De mémoire, on doit avoir un record de décès négatifs, ça doit être le 19 mai à moins 327, donc c'est-à-dire qu'on annonce 327 ressuscités de la Covid le 19 mai dans les EHPAD. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On va la prendre comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que dans les EHPAD, il y a eu énormément de comptage, de surcomptage, de doublonnage, et qu'il y a des effets de rattrapage qui se voient, et donc il y a plein de jours en négatif. Donc, quand j'ai traité les décès, vous les voyez pas parce que les jours en négatif, je les ai retranchés parce que la plupart du temps, juste avant, on voit un jour qui est extrêmement positif sur lequel on se dit que le gros négatif qu'on voit après, c'est certainement un surcomptage de ce jour-là. Bon, bref. Du coup, en orange, vous avez les décès Covid.
et journaliers, quotidiens, et en bleu, les décès de toute cause aussi quotidiens. Et là, on observe quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que sur la période de mars-avril pour les EHPAD, quasiment, pas absolument, on va dire quasiment tous les décès en EHPAD en mars-avril ont tous été attribués à la Covid-19. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas qui peut croire qu'en mars-avril, absolument toutes nos personnes âgées sont toutes décédées de la Covid-19, mais ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est pour ça que moi, à la base, je veux pas utiliser ces chiffres de décès de la Covid qu'on trouve un peu partout, puisque c'est un comptage bien évidemment politique, puisqu'à l'intérieur, c'est de la manière dont on compte, dont on va trouver les résultats. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le comptage des décès Covid en EHPAD, c'est juste n'importe quoi, puisqu'on y met absolument tout le monde. Bon, il se trouve que dans cette surmortalité de mars-avril, hein, il y a d'autres médicaments qui ont été distribués aussi aux personnes âgées avec un fameux décret. Il me semble que c'est quelle date, le 23 avril, le décret Rivotril. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'on compte à ce moment-là. Est-ce qu'on compte vraiment des personnes qui sont décédées naturellement d'autres choses ou des personnes qu'on n'a pas soignées mais qu'on a accompagnées pour passer de l'autre côté? Enfin bref. C'est pas beaucoup plus reluisant à partir de novembre, mais on constate quand même qu'ils ont fait un peu un effort pour mettre un peu le haut là sur les EHPAD qui mettaient vraiment tout le monde au Covid pour trouver une tête un peu plus normale. Bon, on voit même que dans les EHPAD, on est même mort jusqu'à mi-mai de la Covid, alors que France entière, il n'y avait plus un cas ni aucun décès à partir du 1er mai. Enfin bref. Donc voilà, pour les EHPAD, on peut faire aussi un petit exercice de surmortalité. De manière classique, tous les jours, il meurt 227 personnes tous les jours dans les EHPAD, donc il n'y a que ce qui est au-dessus qui peut être considéré comme surmortalité. Donc Santé publique France dit 26 000, mais en surmortalité, j'ai que 16 000. Et encore, je pense que là, on est vraiment en surestimation en plus, parce que dans les EHPAD, il y a un phénomène qui est assez connu, qui est le fait qu'ils sont en flux tendu, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une personne qui décède dans un EHPAD, elle est immédiatement remplacée, ce qui veut dire que dans les EHPAD, et elle est remplacée par une personne dont les probabilités de décès sont quand même pas nulles, ce qui fait que plus on a de décès dans les EHPAD, plus on a de décès parce que plus on fait rentrer le monde qui a la probabilité de décéder. Donc là, en mettant 16 775, on est tranquille sur le fait d'annoncer une surmortalité qui n'est pas déconnante. Donc en tout, si j'additionne ce que je viens de trouver pour les hôpitaux d'un côté et les EHPAD de l'autre, je suis pas du tout à 100 000, mais je suis à peu près 40 000. Donc je suis à moins de la moitié. Moins de la moitié, je ne sais pas encore si je dois l'attribuer à la Covid-19 ou pas. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des décès Covid-19, mais ils peuvent être décédés d'autres choses. Mais là maintenant, pour se donner une idée de ce qui s'est passé, je vous montre les décès à domicile. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Les décès à domicile sont qu'à l'INSEE, parce que Santé publique France n'attribue aucun décès de la Covid-19 pour les gens décédés à domicile. Si vous êtes les gens décédés de la Covid-19 pour Santé publique France, c'est soit à l'hôpital, soit en EHPAD. À domicile, il n'y a pas de décès de la Covid. Évidemment, il ne faudrait pas dire qu'on ne prend pas en charge les gens. Et pourtant, si vous regardez ce graphique des décès quotidiens à domicile, donc qui sont des décès toutes causes, il a bien exactement la même tête que les décès à l'hôpital ou que les décès des EHPAD. Donc, c'est-à-dire que les gens à domicile décèdent exactement de la même manière aux mêmes périodes que les décès à l'hôpital ou des EHPAD. Et pourtant, ils n'ont jamais été étiquetés Covid. Et vu la pression qu'il y a à se faire diagnostiquer Covid, c'est quand même un peu fort de café de dire que toute cette surmortalité, c'est de la Covid invisible. Mais bon. En tout cas, on voit des choses intéressantes, notamment sur la période de mars-avril. Je l'explique dans une de mes vidéos, mais si vous allez télécharger le bulletin hebdomadaire de Santé publique France, qui doit être du 17 mai, Santé publique France nous explique que toutes les semaines, pendant la période de confinement, ils ont vu en moyenne France entière qu'il manquait à peu près 300 personnes aux urgences AVC, toutes les semaines, et 300 personnes aux urgences cardiaques. Sur la période, la surmortalité française est à peu près de 6 000 personnes et les personnes qu'il a manquées aux urgences AVC et cardiaques, c'est aussi 6 000 personnes. Donc cette bosse-là, qu'il y en a qui peuvent dire, c'est la Covid puisque c'est au même endroit, il se trouve que c'est à l'endroit où les urgences ont remonté qu'il manquait des gens qui, du fait du confinement, n'allaient pas se faire soigner et notamment pour des urgences cardiaques et AVC. Donc encore une fois, il n'y a rien qui nous montre que même si c'est à la même période, il s'agit de personnes qui ont la Covid, cette surmortalité, ou plutôt de personnes qui, du fait du confinement, parce qu'on est en plein confinement, ne sont pas allées se faire soigner à temps.
Et toute cette surmortalité, et bon, on peut faire le même raisonnement ensuite pour le deuxième confinement à partir de novembre, et tout ce qui se passe depuis novembre. Et toute cette surmortalité à domicile, elle compte pour 23 000 personnes. Donc 23 000 personnes en surmortalité, dont on voit des effets quand même qui arrivent au moment des différentes mesures, et donc qui n'ont jamais été estampillés Covid, et pour cause, qui sont à mettre en face des 40 000 de surmortalité dans les EHPAD et dans les hôpitaux où on annonce de la Covid. Donc là, en ratio bénéfice-risque, même si on attribuait tout à la Covid en hôpital, à l'hôpital et dans les EHPAD, on n'est quand même pas terrible si on considère qu'il y a 23 000 personnes qui sont décédées parce qu'on les a laissées sur le carreau en faisant le tri par les décisions qu'on a prises. Et donc voilà les trois messages à retenir lorsque l'on regarde en faisant le bilan de ce qui se passe sur les différents décès de la Covid-19 et des toutes causes. À l'hôpital, on observe une surmortalité, mais on doit se poser la question du fait que les gens ont été probablement pris en charge bien trop tard, et ça c'est grâce à l'étude de Fontanet et Cauchemez, et qui expliquerait la surmortalité hospitalière. Il y a les décès dans les EHPAD qu'on ne sait pas très bien attribuer, mais où il y a eu certaines décisions qui ont été prises, et donc il faut mettre en perspective. Et enfin, les décès à domicile, qui sont la preuve de personnes que l'on ne prend pas en charge du fait des décisions qui sont prises. Merci beaucoup, Pierre, mais c'est d'une limpidité absolue. Moi, j'ai adoré. C'est très clair. C'est très factuel, comme on aime au CSI. Et je propose de passer tout de suite la parole à Laurent Toubiana. Vous savez que c'est un grand spécialiste aussi des chiffres et il a fait des articles sur la mortalité qui sont tout à fait passionnants. Laurent, est-ce que tu as des questions, des commentaires? Ah, Laurent, il faut que tu mettes ton micro, je crois. Bon, ben, je trouve que cet exposé est passionnant. Nous avons déjà collaboré ensemble donc sur ces questions de mortalité avec et donc ce que je voulais savoir c'est comment fait-on pour porter ce genre de message plus loin, c'est-à-dire que effectivement ça crève les yeux et c'est évident lorsque Pierre nous explique ça, mais vous avez vu qu'il a pris du temps pour nous l'expliquer, et donc il a pris du temps pour nous l'expliquer, il a pris du temps pour le calculer, c'est-à-dire et pour déceler les choses. Donc le message est quand même complexe malgré tout, même si c'est très bien expliqué, c'est quand même difficile de porter ça plus loin. Il faut du temps, il faut de l'écoute, et donc peut-être que notre réflexion devrait s'orienter vers comment porter ce message-là le plus fort possible et auprès même des gouvernants et des gens qui sont aux responsabilités. Voilà. Mais lorsque nous avons tenté de le faire, il y a eu une levée de bouclier. Et on a été très vite mis sous le boisseau puisque Pierre et moi et nos co-signataires ont été pris à partie et discrédités. Voilà. Donc, ce sont des questions que je m'interroge, plus des questions de communication que des questions scientifiques, puisque la question scientifique, j'y adhère totalement et j'ai même travaillé avec Pierre. Donc, je sais à quel point son travail est de qualité. Alors, je pourrais faire une première réponse, et il faut continuer à répéter et répéter. Seule la répétition permet de faire avancer les choses, mais Louis, qui est un grand communicant, a peut-être son avis sur la question, ou d'autres éventuellement. On bute sur une difficulté au quotidien avec mes collègues, c'est finalement la différence entre l'expérience perçue du réel et puis cette réalité numérique beaucoup plus globale. Et finalement, il y a un hiatus. Il y a un mot compliqué qui s'appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation des signes, c'est l'interprétation du réel justement. Et comment est-ce qu'on l'interprète? Et pour la plupart des gens, l'herméneutique, c'est ce qu'ils perçoivent au quotidien. Ça, c'est à peu près juste. Sauf que petit à petit, et donc pour des réanimateurs qui ont eu des réanimations remplies, pour eux, c'est très difficile d'accepter autre chose, de dire mais il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas soigné leur infarctus
parce qu'ils n'ont pas soigné leur accident vasculaire cérébral. Et ils l'entendent pas, parce qu'eux, ils ont eu cet afflux de patients. Et donc, ils sont sourds à une autre interprétation du monde. Puis quand on prend le grand public, finalement, leur contact avec le Covid, notamment en mars-avril, a été complètement virtuel. C'était pas une réalité palpable. C'était une réalité vécue par l'intermédiation des chiffres donnés par les médias, par BFM TV, par le gouvernement, par le croque-mort quotidien. Et finalement, pour eux, c'est devenu ça la réalité. C'était l'herméneutique des chiffres et une gouvernementalité numérique où on leur disait, bah, de toute manière, il y a un lien entre ce que vous vivez tout de suite de répression et puis ces chiffres qui sont là. Donc, ils sont forcément vrais, puisque ce que vous vivez au quotidien, d'être enfermé, d'être, etc., ben, ça, c'est réel. Et puis, comme le gouvernement vous a dit que c'était lié à ces chiffres-là, ben, ces chiffres-là, ils sont réels aussi. Et quasiment, peut-être une fois par semaine au moins, Jérôme Fontanet est passé devant Jean-Jacques Bourdin pour expliquer, en fait, pour dire ce qui se passait. Et donc, en fait, là, je sais pas si Vincent est là ce soir, si il est là avec Hélène. Chaque semaine, on a un petit mot pour eux parce que on sent bien qu'ils portent une responsabilité très lourde, justement, dans cette folie interprétative sur le monde qui accourt. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie du grand public qui peut recevoir un message différent, mais il va falloir effectivement travailler à ce que ce soit facile en éducation populaire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà perçu ça. Hein. À Marseille, on a eu des gros titres de quelqu'un qui s'était pendu cours Lyoto et qui était mort du Covid, quoi. Il y a plein de gens qui ont bien perçu que dans les EHPAD, il y a des gens, ils étaient tous morts du Covid, quoi. On n'avait pas cherché à savoir, en fait. Ils avaient beau avoir une pneumonie à pneumocoque qui aurait été guérie avec de l'amoxicilline. Bon, en fait, ça, ils sont morts du Covid. Hein. Et il y a beaucoup de soignants, infirmiers, aides-soignants qui l'ont perçu aussi dans leur réalité palpable. Donc finalement, ce mensonge, est en fait un mensonge, hein, à un moment sera éventé, mais ça prendra du temps, parce que quand vous êtes allé trop loin dans un mensonge, c'est très dur de revenir en arrière. Vous préférez tordre le réel, parce que il va justifier votre conduite, quoi. J'en ai parlé la semaine dernière, mais si vous dites aujourd'hui à une institutrice, ça fait 1 an que tu fais du mal à des enfants en les mettant derrière un masque, elle va préférer dire non mais quand même, ça évite que mamie soit malade. Et vous aurez beau tout lui dire, de toute manière, ça restera ça, parce que c'est insupportable pour elle d'imaginer qu'elle a fait du mal à des enfants pendant 1 an. Alors peut-être un petit retour des internautes. Alors grand merci à Pierre, hein, donc il y a beaucoup, c'est assez unanime. Hein, merci Pierre Chaillot pour ce travail de fourmi si précieux. Et enfin, comme Géraldine le dit, merci de nous transmettre ces chiffres qui nous permettent de relativiser et aussi justement d'argumenter. Pourquoi pas de discuter avec des personnes en disant peut-être que bah non, tu as peut-être tort, etc. Mais comment a-t-on pu être aussi manipulé à ce point? Et des questions qui se demandent, comme Christelle par exemple, pourquoi est-ce que les chiffres de la mortalité n'ont pas été remis à 0 en janvier? Et une question qui peut être un peu polémique, mais qui pourrait faire apparaître une surmortalité Covid par rapport à la fameuse prime Covid attribuée ou qui serait attribuée par un certain service hospitalier. Et moi, ce que je retiendrai de ta présentation, Pierre, c'est le début où finalement, souvent, on mélange record de décès et mortalité. Et tu nous as bien dit que l'année 2020, mais il y avait effectivement un record de décès pour toutes les raisons que tu as dit, mais que c'était quand même la 6e année où il y avait le moins de mortalité de toute l'histoire. Donc, c'est intéressant d'utiliser des mots qui paraissent identiques, qui sont en fait très différents. Et ça permet aussi de convaincre d'autres personnes. Oui, je crois qu'il va falloir absolument qu'on arrive à rassurer tout le monde avec ces chiffres, parce que évidemment c'est effrayant, 100 000 morts. Alors forcément, si c'est effrayant, il faut absolument tout faire et on est prêt à payer n'importe quel prix pour éviter une telle mortalité. Et Pierre nous a permis de remettre un petit peu les choses au clair au niveau de ces chiffres. Je pense que c'est important. Et d'un chiffre à l'autre, on va passer la parole à Surya, qui est notre deuxième intervenant. Alors je ne le vois pas en vidéo, je ne sais pas si tu as coupé ta vidéo, Surya. Donc Surya est à la fois mathématicien et informaticien, mais c'est surtout pour moi un grand scientifique, même s'il n'aime pas toujours ce terme. Je travaille avec lui depuis quelques années, je le connais par différentes associations, et quand j'ai un problème avec une étude et quand je ne sais pas si l'étude est valable ou pas, je l'envoie à Surya et son œil d'aigle retrouve tout de suite les biais ou les erreurs, et c'est vrai qu'il est très très attentif à
la vraie science, à la science honnête, et c'est très appréciable pour nous qui sommes dans le quotidien pour faire des choix ensuite vis-à-vis de nos patients. Alors ce soir, il va nous parler de la pharmacovigilance. Ce sont d'autres chiffres encore qui sont, je dirais peut-être un peu manipulés. Et Surya, je te passe tout de suite la parole pour cette présentation sur la pharmacovigilance et les vaccins. Merci. Donc, je vais vous faire une présentation assez courte pour pas embêter tout le monde sur qu'est-ce que la pharmacovigilance et la pharmacovigilance vaccinale en particulier. Donc, on va commencer par introduire certaines notions. La pharmacovigilance, qu'est-ce que c'est? La pharmacovigilance, ça peut se définir comme étant l'ensemble des méthodes, techniques et outils qui sont liés à l'étude des effets indésirables des médicaments. D'où ça vient? Ça vient malheureusement des années 60 suite au drame du thalidomide. Pour ceux qui ignoreraient ce que c'est, c'était un antinauséeux qui a été prescrit à des femmes enceintes et malheureusement ça a provoqué, alors les chiffres ce sont des estimations peu fiables, mais probablement entre 10 et 20 000 malformations fœtales. Donc l'OMS a décidé de se pencher sur le sujet en 68 et son centre de pharmacovigilance international qui est basé à Uppsala en Suède a été fondé en 72 ou en 73. La pharmacovigilance en France, ça s'est développé au cours des années 70. En Europe, le droit européen définit ce qu'est la pharmacovigilance. La première mention de ce terme apparaît dans la directive 2038 CEE et c'est formellement défini par l'article 102 de la directive 2001/83 CE, qui est la directive qui est entre guillemets la pierre angulaire du droit pharmaceutique européen. Il y a eu une réforme en 2010 alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites via cette réforme, mais d'un point de vue structurel, ce qui est notable, c'est la création d'un comité technique de pharmacovigilance européen au sein de l'Agence européenne du médicament, qui s'appelle le PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. Donc la pharmacovigilance, je l'ai dit juste avant, ça consiste en l'étude des effets indésirables des médicaments. Ça débute en fait dès les essais cliniques de phase 1, en tout cas en clinique chez les êtres humains. Très souvent, lorsqu'on parle de pharmacovigilance, la plupart des gens en fait pensent à la phase 4, c'est-à-dire le post-commercialisation, ce qu'on appelle dans le jargon le post-marketing. Donc comment c'est fait? C'est un système de notification passif, c'est-à-dire que c'est basé sur des notifications spontanées. C'est-à-dire qu'on attend de manière passive que les gens, les patients, les médecins, les professionnels de santé notifient à l'agence, au régulateur ou au fabricant des effets indésirables, ou en tout cas des événements indésirables. Donc, il y a d'autres systèmes qui servent à la pharmacovigilance, notamment ce qu'on appelle des LLDB, Large Link Database. Donc, en France, c'est basé sur le SNDS, Système national des données de santé. Il y a un groupe au sein de la NSM qui s'appelle EPIPHAR, qui est en charge de la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques sur cette base de données. Donc, cette base de données, elle est la consolidation d'autres bases. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la grosse base Sécu, c'est le SNIRAB, Système national d'information interrégime d'assurance maladie, et c'est croisé avec les données du PMSI, qui sont tous les codes des actes et des diagnostics qui sont faits en milieu hospitalier. Pour le cas vaccinal en particulier, en France, on n'a pas de base dédiée, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont deux bases pharmaco-épidémiologiques dédiées à ça. Une qui s'appelle le VSD, le Vaccine Safety Data Link, qui est géré par les CDC d'Atlanta, et il y a une autre base qui s'appelle BEST, Biologics Efficacy and Safety, qui est gérée par la FDA. Donc là, on n'est pas, que ce soit sur le SNDS ou les deux bases américaines, on n'est pas du tout sur de la notification passive. On est sur des bases pharmaco-épidémiaux qui contiennent les dossiers médicaux des patients. Okay. Donc, la notification spontanée, c'est le système de pharmacovigilance qui est actuellement déployé vraiment partout. Aux États-Unis, c'est une base qui s'appelle le VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System. En France, c'est la pharmacovigilance telle qu'elle est gérée par la NSM. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la notification spontanée, c'est quand des patients ou des professionnels de santé
prennent contact avec le système de reporting. Alors, vous pouvez notifier soit directement à la NSM, il y a un portail web, soit vous pouvez notifier directement au fabricant. Après, en fait, pour pas qu'il y ait de doublons, si jamais une notification est envoyée aux deux, en fait, il y a une réconciliation des dossiers pour éviter les doublons. En Europe, toutes les notifications qui viennent des agences nationales sont toutes consolidées dans une base européenne qui s'appelle EUDRA Vigilance. OK ? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le VAERS, la base américaine, elle est co-gérée par la FDA, l'Agence américaine du médicament, et les CDC d'Atlanta. Alors, qui dit notification spontanée dit que n'importe qui peut notifier, entre guillemets, n'importe quoi. Donc, historiquement, la problématique avec ces systèmes de notification spontanée, c'est la qualité des notifications et la qualité des dossiers. Malheureusement, sur des notifications spontanées, il y a quand même beaucoup de notifications qui sont très pauvres dans les descriptions. Parfois, il manque même des items aussi basiques que le sexe ou l'âge du patient. Alors, en France, a priori, les dossiers sont d'assez bonne qualité, mais dans beaucoup de pays, en fait, on ne peut pas forcément tirer grand-chose quand vous avez une notification pour un effet indésirable, quel qu'il soit, et que vous avez même pas l'âge du patient, et on peut rien faire avec ce genre de choses. Qui dit notification spontanée dit qu'en fait, on attend de manière passive que les gens notifient des effets indésirables, et évidemment, tous les effets ne sont pas notifiés. Le fait qu'il manque des notifications, c'est ce qu'on appelle classiquement la sous-notification. Et il y a un peu de littérature là-dessus, sur l'évaluation de la sous-notification. On lit, aussi bien dans la presse que parfois dans la littérature scientifique, qu'on considère que les systèmes de notification spontanée ne reçoivent qu'entre 1 et 10% des effets indésirables des médicaments. Ça veut dire qu'en gros, il y a entre 90 et 99% des effets indésirables qui passent complètement sous les radars. Il y a un tout petit peu de littérature là-dessus pour les effets indésirables vaccinaux. On est en gros sur des taux de notification qui sont compris entre 0,5% et 3%. Donc, vous comprenez bien l'énorme problème, c'est qu'en gros, vous avez 97 à 99,5% des effets indésirables qui surviennent en réalité, qui passent complètement sous les radars et qui ne sont jamais notifiés. Le but de la pharmacovigilance, c'est quoi? C'est de faire le distinguo entre la coïncidence, c'est-à-dire l'événement qui serait survenu même sans vaccination, et l'effet causal, c'est-à-dire l'effet qui a été réellement induit par la vaccination. Ces systèmes de notification passive ne servent qu'à détecter des signaux et générer des hypothèses. Ça ne sert en aucun cas à répondre à une question. Est-ce que tel vaccin produit un surrisque de tel effet indésirable? Les systèmes de notification passive ne permettent en général pas de répondre à ces questions-là. Donc, vous avez une analyse qualitative qui est liée à une démarche d'imputabilité, c'est-à-dire d'évaluation d'effet causal, où là, en fait, on regarde chaque notification prises les unes après les autres et on essaye d'évaluer la causalité. C'est quelque chose qui est un peu moins connu, mais il faut savoir qu'en fait, il y a un deuxième type d'analyse qui est réalisé sur ces bases de notification passive. C'est ce qu'on appelle des analyses de disproportionnalité. Donc, en gros, il y a d'un côté l'analyse clinique de la notification et de ce qui est arrivé au patient. De l'autre côté, en fait, il y a une analyse épidémiologique qui est une analyse statistique qui est faite sur la totalité de la base. Donc l'imputabilité, c'est quoi? C'est la démarche qui cherche à évaluer la relation causale entre un événement et la prise d'un médicament, en l'espèce d'une vaccination ici. Donc, comment ça fonctionne en France? En France, on utilise de manière obligatoire une méthode officielle, d'accord? On n'a pas le choix. Cette méthode officielle française est d'utilisation obligatoire pour tous les centres régionaux de pharmacovigilance, les CRPV, et également par les laboratoires. Donc, toutes les notifications qui sont envoyées au système passif passent par la moulinette de cette méthode. C'est un algorithme de décision au cas par cas qui aboutit à un score. Donc ça, c'est un énorme problème, c'est que un algorithme de décision, vous pouvez décider d'aller manger une pizza ou d'aller au resto chinois, vous pouvez décider de prescrire tel ou tel médicament, mais l'imputabilité médicamenteuse, on ne décide pas si l'événement a un lien causal ou pas. Le fait que l'événement ait un lien causal ou pas, c'est binaire, c'est soit vrai, soit faux. Le processus d'évaluation de la causalité, c'est en aucun cas un processus de décision, c'est un processus de connaissance, d'accord?
Et vous avez ce qu'on appelle l'imputabilité intrinsèque, c'est-à-dire qu'on va évaluer en fonction de ce qui est arrivé au patient la relation causale, en tout cas le degré de relation causale qu'on est capable d'identifier. Donc c'est basé sur des critères chronologiques et sémiologiques. Je parle très rapidement du grand principe qui est utilisé par la méthode française, mais aussi par les méthodes qui sont utilisées à l'étranger. C'est ce qu'on appelle le challenge, déchallenge, rechallenge. Le challenge, c'est l'apparition d'un événement suite à la prise d'un médicament. Vous prenez un médicament, vous prenez du paracétamol, il vous arrive quelque chose 2 heures après, c'est un challenge. Le déchallenge, c'est la disparition de l'événement si vous retirez le médicament. Donc, vous prenez un médicament depuis 2 semaines, vous avez un événement indésirable qui apparaît, c'est le challenge, vous arrêtez votre traitement, votre événement disparaît, c'est ce qu'on appelle le déchallenge. Et le rechallenge, c'est quand vous réintroduisez le traitement chez le patient, si l'événement réapparaît à nouveau, l'événement indésirable, donc on considère que la relation causale est établie. Donc le rechallenge, parfois on appelle ça la représentation ou la réadministration. Alors c'est pas moi qui ai décidé que si on avait un rechallenge positif, la relation causale était établie. C'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature, notamment il y a des guidelines à la FDA. C'est plutôt un standard et il y a consensus là-dessus. Donc comment ça marche avec les vaccins? Les vaccins sont des médicaments dont toutes les notifications qui sont reçues en pharmacovigilance passent par la moulinette de cette méthode. Le problème, c'est qu'il est documenté que cette méthode ne fonctionne pas pour les vaccins et même pour certains autres effets indésirables. Donc ici, vous avez le compte-rendu d'une table ronde qui a été réalisée en 2007 par les grosses têtes de la pharmacovigilance des laboratoires et également Hervé Lelouette, qui était à l'époque responsable du département de pharmacologie du CHU Henri Mondor à Créteil. Donc, on nous écrit que dans le cas des vaccins, l'analyse cas par cas ou sur une série de cas avec les méthodes d'imputabilité classiques, ce n'est pas utile. Seuls les effets indésirables locaux ou immédiats ou les réactions qui surviennent après l'administration de vaccins vivants atténués peuvent être imputables avec un bon degré de confiance. Donc déjà, on vous dit que il y a uniquement pour ces effets indésirables-là que la méthode peut fonctionner. Et on trouve ceci: l'évolution de l'événement à l'arrêt du traitement est le résultat d'une éventuelle réadministration, critère habituellement déterminant pour évaluer l'imputabilité, ne sont pas le plus souvent évaluables pour imputer un événement survenu après l'administration d'un vaccin. En effet, une fois administré, le vaccin déclenche dans l'organisme une cascade d'événements immunologiques qui perdurent malgré l'absence de réadministration. Donc là, en fait, il est écrit noir sur blanc que les critères fondamentaux pour évaluer l'imputabilité via la méthode dont l'utilisation est obligatoire en France, ces critères ne fonctionnent pas. Ils écrivent noir sur blanc que la méthode d'imputabilité française ne fonctionne pas pour évaluer les effets indésirables vaccinaux. Enfin, j'ai trouvé cette perle dans le même document, donc c'est un article qui a été publié dans Thérapie. La pharmacovigilance de routine apporte peu d'éléments permettant d'évaluer la sécurité à long terme d'un vaccin. Donc, pour évaluer la sécurité à long terme d'un vaccin, normalement, il faut faire des essais cliniques adéquats. Et donc, j'ai vu passer l'article de Peter Doshi dans le British Medical Journal qui a été publié hier ou avant-hier. Chez Moderna et chez Janssen, ils ont vacciné tous les groupes de contrôle. Donc, n'attendez rien des données à long terme des essais cliniques. Il n'y a plus de groupe de contrôle. Donc, les données de tolérance à long terme, c'est fini. Il n'y en aura jamais. En tout cas, pour Moderna et Janssen. Et chez Pfizer, ils ont refusé de répondre. Donc, la vaccination anti-Covid, comme je viens de vous l'expliquer, la méthode d'imputabilité ne sert en gros à rien, en tout cas dans la plupart des cas. J'ai trouvé quand même une perle dans le rapport de pharmacovigilance de l'ANSM qui a été publié, je crois, il y a 15 jours sur le site de l'ANSM. Sur le vaccin Pfizer, on a quand même une perle. Comme détaillé dans les rapports précédents, l'analyse d'un cas de purpura thrombopénique immunologique avec rechallenge positif avait déjà été considéré comme un élément fort en faveur d'une possible responsabilité du vaccin et transmis à l'échelon européen, où un signal similaire était en cours d'investigation. Donc en fait, là, ils ont quand même réussi. Donc il y a quelqu'un qui a développé un purpura après la 2e dose de Pfizer, et il a reçu sa 2e dose de Pfizer, et il a refait un purpura qui a probablement été aggravé.
Donc, on est dans le cas exceptionnel où on est dans le seul cas où la méthode d'imputabilité fonctionne, c'est si vous êtes dans un schéma d'administration multidose et que, en fait, l'événement indésirable se représente après chaque dose. Donc là, comme avec le Pfizer, on est dans un schéma à 2 doses. Le seul cas où vous pouvez avoir un effet indésirable imputable, c'est si l'effet indésirable se produit après la première dose, que le lien n'est pas forcément fait avec le vaccin ou que l'événement n'est pas considéré comme étant suffisamment grave pour être une contre-indication à la réception de la seconde dose. On vous donne la seconde dose et là, le purpura est réapparu chez ce patient. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il ne passera pas en forme chronique. Mais en tout cas, ça a été considéré manifestement comme suffisamment grave par le notificateur pour qu'il juge nécessaire d'envoyer une notification à l'ANSM. Donc, ce cas a été transmis au PRAC, le comité technique de pharmacovigilance européen, et en toute logique, comme c'est rechallange positif avec lien causal très fortement suspecté, voire établi, normalement, le purpura devrait être listé dans le résumé des caractéristiques du produit. Dans le futur, ce serait très surprenant qu'il ne liste pas ça dans les effets, dans la notice du produit. Donc, au niveau des effets indésirables vaccinaux, je vais terminer avec 2 petits slides. Les éléments de langage qu'on va vous sortir toujours, éléments de langage qui sont systématiquement utilisés depuis au moins 25 ans. La causalité n'est pas démontrée, aucun lien certain de causalité n'a pu être établi. Alors, la causalité n'est pas démontrée, c'est normal vu qu'on ne fait jamais rien pour démontrer la causalité des effets indésirables vaccinaux et que de surcroît, l'outil à disposition, c'est-à-dire la méthode d'imputabilité, juste en fait, cet outil ne fonctionne pas. Donc, on risque pas d'établir grand-chose comme causalité, à part dans un cas exceptionnel où vous avez un rechallange positif. Pour établir une causalité, il faudrait faire des essais cliniques adéquats. Mais comme je viens de vous le dire, pour les vaccins Covid et tant d'autres, les groupes de contrôle ont été vaccinés, donc on ne peut plus rien tirer de ces données-là. Et encore faudrait-il faire des études épidémiologiques adéquates également. Mais là encore, on les attend toujours et je pense qu'on va les attendre longtemps. Alors moi, il y a le second élément de langage que j'aime bien. Aucun lien certain de causalité n'a pu être établi. Alors ça, vous allez le voir très souvent. Il faut juste savoir que le lien certain entre un effet indésirable et un médicament, ça n'existe pas. Sur études épidémiologiques, on ne fait que calculer des risques relatifs et des risques attribuables avec des intervalles de confiance, c'est-à-dire par définition de l'incertitude. Et la méthode d'imputabilité officielle ne définit pas le lien certain de causalité. Le lien certain de causalité en pharmacovigilance, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Donc, j'ai trouvé ça dans la notice de feu Genevac B, un des vaccins contre l'hépatite B. Dans la liste des effets indésirables du produit, il y avait écrit listé neuropathie périphérique, névrite optique, atteinte d'amyélinisante du système nerveux central survenant dans les semaines suivant la vaccination, sans qu'un lien certain de causalité n'ait actuellement pu être établi. Donc je ne comprends même pas que l'AFSAPS à l'époque ait pu valider une telle inscription dans une notice officielle de produit, puisque là on est dans la désinformation pure et simple. Le lien certain de causalité entre un effet indésirable et un médicament, ça n'a jamais existé. Et c'est confirmé par un très ancien article publié par Madame Elisabeth Loupi, qui a été justement la responsable de la pharmacovigilance de Genevac chez Pasteur-Mérieux. Elle a publié en 93 un excellent article. Est-ce que la preuve définitive de la causalité existe-t-elle jamais en pharmacovigilance? Et on nous écrit ça. Pour les effets indésirables des médicaments, la preuve objective qu'une réaction est due à un médicament spécifique est plutôt exceptionnelle. En règle générale, c'est plutôt une question de conviction intime, comme pour un juge ou un jury. Atteindre la certitude causale est l'exception. Lorsqu'un événement indésirable se présente de manière répétée dans une forme grave, il est fortement recommandé de ne pas perdre de temps dans des investigations interminables. Il peut arriver, néanmoins, qu'un médicament est retiré du marché plutôt sur une base de forte suspicion que de certitude. Toutefois, cela peut être l'action la plus prudente à prendre à ce moment-là. Donc, c'est quand même bien regrettable que tous ces gens-là, dès qu'ils sont aux manettes de la pharmacovigilance, n'appliquent pas leurs propres conseils quand il s'agit de retirer les médicaments fabriqués par leur employeur. Donc,
J'en ai terminé ici avec cette petite présentation. J'espère que je n'ai perdu personne et s'il y a des questions, vous pouvez nous les adresser sans aucun problème. Pour information, cette présentation est une version très très raccourcie parce que je ne souhaite pas que noyer les gens sous trop d'infos, mais il faut savoir que j'ai beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement de la pharmacovigilance et de l'imputabilité notamment. Donc on pourra mettre ça à disposition de qui le souhaite. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Surya. C'était à la fois passionnant et inquiétant parce que ça nous explique pourquoi, depuis toujours, en France, on n'a pas le droit de dire qu'un vaccin peut avoir des effets secondaires. Peut-être même nous serons à la fois, encore une fois, censurés d'oser parler des vaccins parce que un ancien ministre nous avait dit les vaccins, ça ne se discute pas. Marisol Touraine. Voilà, je ne voulais citer personne pour pas vexer les autres, mais c'est vraiment un vrai problème. Et nous, scientifiques, que l'on soit scientifique pur ou clinicien, justement, notre métier, c'est à la fois de douter et de discuter. Et tu nous donnes ici des arguments pour douter. Le problème, c'est que on n'aura jamais aucun argument de certitude, comme tu viens de nous le dire, et c'est vraiment très dérangeant. Olivier, tu avais peut-être un commentaire sur cette présentation. Ton micro, s'il te plaît, Olivier. Oui, il est en route. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Oui, voilà. Bien, je trouve que cette présentation, elle est tout à fait remarquable. Elle nous montre bien la très importante sous-déclaration des effets secondaires et qui est probablement encore beaucoup plus importante en matière de vaccins. Je pense que là, on atteint un problème qui malheureusement n'est plus un problème scientifique, mais un problème quasiment de dogme religieux. Il existe une forme de religion vaccinale, et je pense que c'est pas une bonne chose pour la vaccination de refuser sa contestation, de refuser ses effets secondaires. On voit bien un petit peu qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus d'effets secondaires qu'en France, et que les vaccins, c'est un peu l'inverse du nuage de Tchernobyl. Quand ils passent la frontière allemande, ils deviennent dangereux, alors qu'en France, ils ne le sont absolument pas. Bon, je pense que là, on n'avancera pas avec des éléments comme ça. L'autre point qui m'a marqué, c'est le fait qu'on ait vacciné les groupes contrôle. Ça me fait penser à l'étude de Gilles Serralini, où il avait démontré que les OGM étaient cancérigènes pour les rats, alors que les études officielles donnaient déjà des OGM au groupe contrôle. Donc, il y a une manière de neutraliser, et je pense pas qu'on avancera beaucoup là-dessus, ce qui fait qu'on a une réalité aujourd'hui. Et si on rajoute, si on cumule la première et la deuxième présentation, on se rend compte que la surmortalité, finalement, elle est très faible. Par contre, la mortalité vaccinale risque d'être très importante. On peut se poser la question de savoir si un jour on n'aura pas eu plus de morts des vaccins que de la maladie elle-même. Ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas. C'est une question qui serait importante de pouvoir poser. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'éléments aujourd'hui. Donc, tout ça, ça nous permet de relativiser et de se dire qu'on ne verra pas la réalité des choses avec ce mode de calcul. Oui, merci Olivier. Philippe, tu avais quelques questions et Louis voulait intervenir. J'ai juste une petite question à Surya. Oui, est-ce que justement les décès sont quelque chose de particulier dans les effets secondaires? Est-ce qu'ils bénéficient d'une autre méthode d'imputabilité, de calcul, etc.? Pas du tout. Donc, comme tu reçois une dose de Pfizer, je sais pas. Alors, il y a eu un décès 2 heures après la vaccination, au début de la campagne de vaccination dans un EHPAD. C'est documenté dans un rapport de l'ANSM. Un décès, c'est irréversible et structurellement, la méthode d'imputabilité, quand tu as un effet irréversible, a priori, un décès, on n'a pas encore trouvé le moyen de ressusciter les gens pour faire un rechallenge et leur remettre une deuxième dose pour voir s'ils mourraient à nouveau. Eh bien, en gros, tu reçois une imputabilité douteuse, c'est-à-dire parmi le plus bas grade d'imputabilité en application de la méthode. Oui, Louis rigole. Oui, mais et malheureusement, j'ai une quantité d'anecdotes. J'ai énormément de documentation sur ce qui s'est passé en interne de la pharmacovigilance pendant la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Soit on se tape la tête contre les murs, soit on éclate de rire tellement c'est consternant. Oui, de toute façon, quand tu meurs 2 heures après un vaccin. Sur l'hépatite B, parce que vous savez tous que j'ai soigné énormément de sclérose en plaques, j'en ai presque soigné 1000, et effectivement, alors que c'est quelque chose qui est complètement nié, non pas par les tribunaux, puisque les tribunaux ont indemnisé pas mal de patients. J'ai des patients qui ont été indemnisés abondamment toute leur vie avec une pension, mais ils ont dû signer un papier disant que
ils ne devaient pas dire publiquement que c'était à cause du vaccin hépatite B qu'ils avaient été indemnisés. Et moi, quand je vois arriver quelqu'un qui a une sclérose en plaques, je sais que s'il y a une vaccination hépatite B dans les 2 années, la sclérose en plaques va être beaucoup plus grave et que c'est un facteur déclenchant. Donc la pratique montre effectivement que c'est pas du tout ça. Philippe? Oui, alors il y avait une question de Brigitte pour Surya. Donc, est-ce que l'analyse de l'imputabilité est-elle un filtre avant la remontée dans la base européenne? Et puis une question à Pierre Chaillot, s'il pouvait faire la même étude de corrélation, de coïncidence entre les décès et la vaccination. Alors, Isabelle nous parle de la pharmacovigilance et elle s'est un petit peu renseignée. Elle n'a rien trouvé comme pharmacovigilance à déclarer, si ce n'est surtout les problèmes de thrombose. Et ça tombe très bien comme question parce que on sait que certains de ces vaccins donnent des problèmes de thrombose et nous à La Réunion, enfin tous les vols sans escale, ça existe, c'est des vols de 10 heures. Donc il y a une étude qui va pouvoir être faite très facilement, c'est le nombre de phlémites et donc d'embolies pulmonaires dans ces vols non courriers de plus de 4 heures. Et à l'évidence, et même Monsieur le ministre Véran l'a dit, même si on a beaucoup moins de risques de thrombose dans un avion que par le vaccin que dans un avion, ces risques se surajoutent. Donc il a dit clairement que finalement quelqu'un qui est vacciné augmentera ce risque de faire une phlébite et donc d'embolie pulmonaire pour peu qu'ils soient un peu tabagiques ou qu'ils prennent la pilule. Et ça serait très intéressant de demander au SAMU référent de métropole qui gère les essais dans les avions, et pour ne pas me tromper, je crois que c'est celui de Bordeaux, pour voir un peu le nombre de phlébites qu'il va y avoir chez les personnes vaccinées, à tel point qu'il semblerait que certaines compagnies aériennes commencent à hésiter à prendre des personnes vaccinées comme voyageurs parce que ça augmenterait les risques. Voilà, donc c'est très intéressant comme question parce que nous, on est évidemment concernés quand on est très loin et c'est peut-être une idée à explorer. Et pour terminer, en tant que régulateur du centre 15, à chaque fois qu'on régule, on voit des effets indésirables alors qu'ils ne sont pas forcément mortels dans un centre de régulation, au moins pour les régulateurs des médecins libéraux, donc des niveaux 3 ou 4, mais on voit, et j'en ai encore vu aujourd'hui, des effets manifestement des effets indésirables à J+1 par exemple, ou J+2, sur des douleurs, des véritables douleurs, des purpuras, c'est-à-dire des réactions cutanées inhabituelles chez des personnes sans facteur de risque. Et je crois qu'il va falloir transformer ces véritables centres 15 en des centres de veille sanitaire et non pas simplement des centres d'urgence. Ils ont un véritable rôle de santé publique à jouer et je crois qu'il y a tout un travail à faire avec eux. C'était d'ailleurs ton sujet la dernière fois. Surya, tu veux répondre? Oui, juste une petite chose à rajouter. J'ai montré pendant la presse que pour le purpura, manifestement sur un cas, la causalité est établie. Tout le monde a parlé des thromboses. Manifestement, tout le monde est passé à côté du truc énorme, à savoir que le vrai problème, en fait, ce sont les démyélinisations. Avec le vaccin AstraZeneca. Alors déjà, dès le début de la vaccination avec Pfizer aux États-Unis, il y a eu des ADEME. J'ai vu passer des messages avec des gens qui ont été adressés par des neurologues pour IRM parce que suspicion de CEP et myélite transverse. Avec le vaccin AstraZeneca, dans l'essai anglais, il y a déjà un investigateur qui a imputé une myélite transverse. Donc l'investigateur, il a dit c'est le vaccin. Et dans l'essai américain qui n'est pas dans le dossier, mais ils ont reçu les données, il y a un investigateur qui a imputé une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique. Et il y a des Guillain-Barré qui tombent. Il y a des notifications de Guillain-Barré qui tombent aussi. Alors les Guillain-Barré sont d'Eric Clapton, non, c'est ça? Oui. Pas que. En France, je crois qu'il y a déjà plus d'une dizaine de notifs de Guillain-Barré, rien que pour AstraZeneca. Donc, compte tenu de la sous-notification, etc., ça commence à être significatif. Oui, dans le dernier rapport de la NSM, je crois que c'est 11 ou 12 Guillain-Barré en 15 jours. Par rapport, je crois, justement à l'Ingérix, vaccin hépatite B qui en donne quelquefois, je crois que c'est 2 par an. Et là, c'est 12 en 2 semaines. Enfin, et donc, les effets secondaires, effectivement, c'est pas seulement des thromboses. Alors, Pierre, tu as été... Oui. Juste, ce qu'il faudrait, en théorie, c'est que les gentils chercheurs de la NSM fassent des vraies études pharmaco-épidémiologiques sur le système national de données de santé. Mais bon, ça, je pense qu'on va attendre très longtemps. Pierre, tu connais bien ça. Tu as été interpellé par Philippe tout à l'heure. Est-ce que tu veux répondre? Alors oui, sur la question concernant les suites au vaccin. Alors j'ai vu des travaux, puisque on discute entre personnes qui s'intéressent aux données, qui téléchargent et qui font des maths. Donc j'ai vu des travaux qui ont été faits, qui comparent l'évolution du nombre de décès en fonction du début des campagnes vaccinales. Et d'après, si on fait l'effort a priori de télécharger les données à World in Data et qu'on regarde le nombre de décès,
il y a une corrélation positive entre le fait de démarrer une campagne vaccinale et d'avoir une augmentation du nombre de décès sur les données qui sont disponibles à World in Data. Alors, moi, j'aime pas trop ces données-là parce que ce sont les données estampillées Covid. Et donc, comme je vous ai montré, j'y fais pas confiance du tout. Donc, si je devais m'y pencher, moi, ce serait plutôt avec les morts toutes causes pour voir si jamais j'observais quelque chose. Vous pouvez constater, si vous regardez mes graphiques, qu'on voit quand même un rebond de mortalité post-campagne vaccinale française qui se voit. On ne sait pas si c'est la Covid, mais on a quand même un lien temporel. Bon, j'ai une vidéo, je vous ai pas montré là dans le résumé, déjà j'ai pris beaucoup de temps pour parler tous les travaux que j'ai faits, mais globalement de ce qu'on observe en France, c'est que sur toute intervention qui a été faite depuis le début de cette histoire, on voit à chaque fois d'abord la mesure d'intervention qui est prise et la mortalité qui augmente après. Je précise ça parce qu'on parle de causalité et que quand Surya le sait très bien, mais du coup, quand on a des effets, en effet, on peut avoir un lien statistique entre deux événements, mais de là à dire qu'il y a une causalité, c'est toujours extrêmement difficile parce qu'on ne sait jamais entre l'œuf ou la poule. Pour ce qui est des hausses de mortalité, que ce soit suite aux campagnes vaccinales ou suite aux mesures, on a beaucoup de gens qui vont dire mais c'est normal d'avoir plein de décès dans les pays où on prend des mesures fortes, puisqu'en fait, ils prennent des mesures fortes, soit des grosses campagnes vaccinales, soit des gros confinements extrêmement durs, soit des interdictions de soigner extrêmement dures, parce qu'ils ont beaucoup de morts. Mais si on regarde la corrélation temporelle, à chaque fois, et je suis en train de faire l'exercice pour tous les pays d'Europe, donc je suis assez serein dans ce que je suis en train de vous raconter, même si je ne l'ai pas encore diffusé, à chaque fois, la décision est prise, la mesure est appliquée et la mortalité augmente après. Donc, pour les vaccins, il va falloir un peu de temps pour que toutes les données remontent, et ensuite, ce serait en effet très intéressant de faire la même chose, c'est-à-dire de mesurer les débuts des campagnes vaccinales, le nombre de gens qu'on vaccine, et ensuite de voir derrière ce qu'on voit, est-ce qu'on voit des augmentations, des diminutions, et de le faire pour un maximum de choses. Ça serait intéressant de le faire pour le Covid, mais personnellement, moi, j'aimerais bien le faire aussi pour les vaccins grippaux, parce que peut-être que sur Medicam, on pourrait choper des données pour essayer de voir si, depuis qu'on a lancé les grandes campagnes vaccinales en France, est-ce qu'on observe vraiment une diminution de la mortalité hivernale, ou finalement, est-ce qu'on ne le voit pas? Je n'en sais absolument rien, et tout ça, ce serait très intéressant à faire. La question des vaccins et de la grippe est passionnante. Alors, on aura certainement l'occasion d'y revenir un de ces jours, mais on va maintenant passer à la conférence, à l'intervention d'Hélène Banoun. Alors, Hélène est pharmacienne, biologiste, ancien chercheur à l'INSERM, c'est spécialisée aujourd'hui en virologie, en immunologie. Et ce soir, Hélène, tu vas nous parler des tests. Il faut que tu mettes ton micro, s'il te plaît. Oui. Voilà, et je te passe la parole. Voilà, donc je précise juste ce que ça veut dire, pharmacien biologiste. Ça veut dire officiellement qu'il y a les diplômes pour diriger un laboratoire d'analyse. C'est une fonction que j'ai exercée, donc je suis habilitée à parler des tests. Et également, je viens de publier un article dans une revue internationale à comité de lecture sur l'évolution du virus, la revue des mutations et le rôle du système immunitaire. Donc, je suis aussi habilitée par mes pairs, les scientifiques, à parler de virologie. Ça, c'est pour les humoristes qui prétendent sur les réseaux sociaux que je ne sais pas de quoi je parle. Alors, je n'avais pas le détail de la présentation, des présentations précédentes. Je vais encore vous assommer avec des chiffres. Voilà. Donc, il s'agit de ma présentation d'il y a un mois, après laquelle beaucoup de personnes m'ont posé des questions très pertinentes. En particulier, j'ai comparé les chiffres de Santé publique France qui comptent les cas de Covid et les chiffres de Sentinelle, le réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës, qui compte les personnes qui ont visité un médecin généraliste pour Covid. Et ces chiffres étaient très différents. Mais on m'a dit, mais oui, mais c'est normal parce qu'on dit aux gens de rester à la maison avec du Doliprane. Donc, ils ne vont pas voir le médecin. Alors, il faut savoir justement où sont passés les gens qui représentent la différence. Alors, en semaine 18, donc c'est du 3 au 9 mai 2021, Santé publique France nous annonce 123 183 personnes testées Covid+. Et Sentinelle, le réseau de surveillance, nous annonce 7 267 malades ayant consulté leur généraliste. Donc, la différence, pardon, c'était pas ça, la différence, ça nous donne 115 916 personnes qui n'ont pas consulté de généraliste, mais qui sont Covid, qui ont le Covid. Alors, peut-être qu'elles ont été aux urgences.
on nous dit qu'il y a, dans cette même semaine, 6499 passages aux urgences. Donc, si je les retire du chiffre précédent, il va me rester 109 417 personnes qui ne sont pas allées voir leur généraliste et qui ne sont pas allées aux urgences. Alors, peut-être qu'elles ont appelé un médecin, SOS médecin. Donc, il y a à peu près 600 actes SOS médecin dans cette semaine, d'après Géode. Bon, il faut le recalculer, mais c'est à peu près ça. Donc, si j'enlève ces 600 personnes, il va me rester 108 817 personnes qui n'ont pas vu de médecin. Alors, elles ont peut-être été hospitalisées. Dans cette semaine 18, on a eu 8 062 hospitalisés avec une PCR+. Comme on l'a vu tout à l'heure avec ce que nous a dit Pierre, les personnes hospitalisées avec PCR+, ne sont pas forcément hospitalisées pour la Covid, puisque tout le monde a une PCR en rentrant à l'hôpital, quelle que soit la pathologie. Alors, on peut dire, malheureusement, elles sont peut-être décédées. Dans cette même semaine, il y a eu 1537 décédés à l'hôpital. Si on les retire du précédent chiffre, on arrive sur 99 218 personnes qui ne sont ni mortes, ni allées à l'hôpital, ni ont vu de médecin au SOS, ni aux urgences, ni leur généraliste. Donc, où sont-elles, ces personnes? Elles ne sont pas mortes à domicile sans qu'on n'en ait pas parlé. Voilà. Donc, il y a vraiment une discordance entre les chiffres de santé publique, personnes testées Covid+, et les chiffres de Sentinelle qui nous annoncent qu'il est malade de la Covid. À quoi peut être attribuée cette différence? Eh bien, justement, à des problèmes sur les tests. Et je vais essayer de vous expliquer alors rapidement pourquoi les tests PCR et les tests antigéniques ne sont pas adaptés à la surveillance d'une épidémie, pour des raisons de sensibilité, de spécificité, de faux positifs et aussi de faux négatifs. Je dirais 2 mots des PCR salivaires et des tests antigéniques. Alors, pourquoi ils ne sont pas adaptés? Parce qu'en fait, les tests PCR ont été conçus pour aider au diagnostic des médecins devant une pathologie, pour attribuer cette pathologie à un agent pathogène ou pas, et pas pour faire des études de santé publique. Alors, comment fonctionne la PCR? On recherche dans un prélèvement des fragments d'ARN viral, c'est-à-dire de matériel génétique. Et pour cela, on fait, vous allez voir sur le schéma suivant, voilà. On recherche donc l'ARN viral et on utilise des amorces d'ADN complémentaires qui sont indiquées en vert. Et lorsque l'ADN complémentaire se fixe sur le petit morceau d'ARN viral, on synthétise une partie plus longue d'ADN complémentaire avec une reverse transcriptase qui donc est dans le réactif. On obtient donc, voilà, avec des nucléotides qui sont dans le réactif. Pardon, je manipule mal l'interaction. Donc, on forme un fragment d'ADN complémentaire, mais on ne le voit pas parce qu'il est très petit. Et il faut donc l'amplifier pour le voir avec un système de fluorescence. On les amplifie et c'est ça qu'on appelle donc la polymérase chaîne-réaction. Et donc, à chaque cycle d'amplification, ce que vous avez déterminé par le CT, on vous donne les CT des PCR, on multiplie par 2 la quantité à chaque cycle. Et on sait que vous avez entendu parler du chiffre de 40 cycles qui est utilisé en France. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, je vous rappelle la légende de Sissa, qui est l'inventeur du jeu d'échecs, et qui, en échange de son jeu d'échecs, avait demandé au roi de lui donner la quantité de grains de riz telle qu'en déposant un grain de riz sur la première case de l'échiquier, en déposant 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 et ainsi de suite, donc en multipliant par 2 à chaque fois, le roi avait bien rigolé, il lui dit « Mais bien sûr, je te donne ça, sauf que c'est impossible, parce qu'arrivé sur la 64e case, on a une telle quantité de riz qu'il est impossible de produire, même dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais produit autant de riz. » Alors, pour les PCR, on ne va pas jusqu'à 64, on va jusqu'à 40, et ça nous donne, pour 10 cycles, on multiplie par 1000 le nombre d'ADN complémentaires, pour 20 par 1 million, pour 28, vous allez voir pourquoi je garde ce chiffre, par 270 millions, et etc., 30, je ne sais même plus comment ça se dit, voilà, et 40, c'est encore pire, je crois que c'est 1000 milliards. Voilà. Donc, en fait, si on trouve une toute petite quantité de matériel du virus dans le prélèvement, on va forcément l'amplifier de 1 milliard de fois, et ça ne veut plus rien dire, en fait.
Donc, c'est ce qui pourrait expliquer les divergences. Donc, le Lancet nous confirme bien qu'on peut avoir des faux positifs, pas seulement par des problèmes de quantification, mais aussi par contamination des échantillons, lorsqu'on fait beaucoup de PCR dans un laboratoire. Et aussi, il y a une étude de scientifiques qui sont indépendants, qui ont montré que spécifiquement la PCR spécialisée pour la Covid avait des failles méthodologiques et moléculaires qui ont des conséquences majeures sur ce taux de faux positifs. Et il y a aussi des problèmes de spécificité, c'est-à-dire est-ce que les PCR spécifiques vont bien rechercher uniquement le virus de la Covid et pas d'autres coronavirus. Et il faut savoir que les tests ne sont pas évalués pour la spécificité, ils sont simplement étalonnés par le Centre national de référence. Donc, il peut aussi y avoir des problèmes de spécificité. C'est théoriquement possible. Alors, comment peut-on quantifier ces PCR? Eh bien, on peut approcher la quantité de virus infectieux qui est dans le prélèvement par la quantité de virus qu'on peut cultiver sur des cellules. C'est une approche. Ces cultures sur cellules ne peuvent être faites que dans des laboratoires de recherche. Donc, c'est impossible dans des laboratoires de ville qui réalisent les PCR quotidiennement. Et de plus, c'est non disponible pour certains tests, puisque les automates ne permettent pas de donner le nombre de cycles. Ils répondent positif ou négatif. Alors, quel est ce nombre de cycles recommandé pour donner une PCR positive, pour rendre une PCR positive? Eh bien, il y a un article récemment sorti dans le New England Journal of Medicine qui nous explique que au-dessus de 28 cycles, on n'a quasiment plus de virus viable. Ici, vous avez le chiffre de 28. Et il nous explique aussi qu'après 12 jours d'apparition des symptômes, c'est quasiment impossible de trouver du virus cultivable. Donc, les personnes ne seraient pas infectieuses. Donc, au-dessus de 28 et après 12 jours de symptômes, il n'y a quasiment plus de virus infectieux. Et malgré cela, la HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande de conserver un CT d'un maximum de 40 cycles d'amplification pour les PCR. Donc, vous avez vu que c'est beaucoup. La différence entre 28 cycles et 40 cycles, ça donne vraiment des énormes différences. Ça pourrait donc expliquer ceci, les différences entre les chiffres dont je vous ai parlé au départ. Je voudrais aussi vous dire 2 mots des tests salivaires, parce que bizarrement, en France, on n'autorise pas les tests salivaires pour les PCR, alors que c'est très utilisé dans les pays étrangers. Et pourtant, ils sont très sensibles, malgré la communication officielle en France. Puisque, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, aux États-Unis, l'Université de Colorado à Boulder utilise les tests salivaires pour le screening, le dépistage des étudiants. Et il y a aussi des courbes d'étalonnage qui montrent la sensibilité, l'étalonnage, et ils arrivent à retrouver jusqu'à 5 virions par microlitre de prélèvement. Donc, c'est très, très sensible. L'Université Rockefeller, elle, utilise ces tests pour dépister son personnel. Donc, pourquoi on peut dire que ce n'est pas assez sensible. Et je vais vous dire 2 mots aussi des tests antigéniques qui sont aussi utilisés maintenant. Il y a beaucoup de doutes sur leur fiabilité. Ils pourraient être utilisés théoriquement pour les études de santé publique car ils sont moins sensibles que les PCR. Les PCR, nous avons vu, ils sont trop sensibles pour les études de santé publique. Les tests antigéniques auraient cette sensibilité adéquate, sauf qu'il y a beaucoup de faux positifs, à tel point que, alors je ne vous ai pas dit, oui, j'ai oublié de vous dire, ça détecte des fragments antigéniques du virus, des protéines, donc il n'y a pas d'amplification là. C'est pour ça qu'ils sont moins sensibles et donc plus adaptés à des études de santé publique. Mais il y a eu déjà deux événements où l'ANSM a retiré des tests en décembre 2020 et en avril 2021. Il y a déjà 2 tests qui ont été retirés parce qu'ils donnaient trop de faux positifs. Les CDC ont rappelé qu'on ne doit se fier à un test antigénique positif que si le patient est symptomatique. Et enfin, la collaboration Cochrane, qui regroupe des experts à peu près indépendants, nous explique que le taux de faux positifs peut aller jusqu'à 92% avec les tests antigéniques lorsque l'on teste une population où l'incidence est faible, comme dans les écoles par exemple. Et il faut savoir que ceci est valable pour tous les tests, pour les PCR aussi. Plus l'incidence d'une maladie est faible, plus le taux de faux positifs est élevé.
le 26 avril 2021, la HAS a recommandé les autotests ou les tests pratiqués par les enseignants ou les parents pour les enfants de la maternelle et jusqu'à l'université, et aussi dans les colonies de vacances, et au moins une fois par semaine. Donc, on ne sait pas quelle incidence va avoir l'introduction de ces tests antigéniques dans les statistiques, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 92% de faux positifs. Et vous voyez sur ce panneau qu'il existe 497 tests différents Covid sur le marché. Donc, vous voyez, c'est un fouillis où il faut bien choisir le bon. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des restrictions qui sont inexpliquées de la part de la HAS. Pourquoi elle ne recommande pas les tests salivaires chez toute la population, mais seulement chez les jeunes enfants, puisqu'on a vu qu'ils étaient très sensibles. Parce que quand même, la PCR, ça a des dangers. L'Académie de médecine l'a rappelé dernièrement, c'est désagréable. Pourquoi la HAS interdit de pratiquer un test antigénique sur un prélèvement salivaire, même quand c'est marqué sur la notice? Alors, elle nous dit qu'ils ne sont pas assez efficaces. Mais sur quelles données? Puisqu'ils n'ont pas été évalués par le CNR. Le Centre national de référence n'a évalué que les tests PCR et pas les tests antigéniques. Et enfin, il y avait 3 études qui avaient été lancées sur les tests salivaires, Salicov, Samikov et Covisal. Et semble-t-il, elles ont été enterrées parce que je n'ai pas trouvé de suite. Donc, en fait, on a autorisé des tests antigéniques sans les avoir évalués. Et on n'a pas fini l'évaluation des tests salivaires et on a dit qu'il ne fallait pas les étendre à la population totale. Voilà. Donc, ces tests antigéniques vont compliquer encore les statistiques puisqu'ils sont intégrés maintenant dans les statistiques après validation non terminée. Et la HAS voudrait intégrer les résultats des autotests, donc qui sont faits par les personnes elles-mêmes sans validation par un professionnel. Le Conseil scientifique gouvernemental ne le souhaite pas pour l'instant. La validation n'est pas terminée non plus. Donc, tout ceci va rendre les statistiques ininterprétables. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ces PCR positives qui déterminent des cas de Covid, simplement sans symptômes, mais juste sur une PCR qui peut aller jusqu'à 40, et comparer ceci avec ce que le CDC a décidé dernièrement, début mai. Le CDC américain, donc les Center for Disease Control, ont admis qu'il existe des Covid post-vaccinaux. Et pour les comptabiliser, à partir de début mai, ils ne compteront que les personnes qui sont décédées ou hospitalisées. Donc, pour un Covid post-vaccinal, il faut être décédé ou hospitalisé pour être comptabilisé. Par contre, pour un Covid chez une personne non vaccinée, il suffit d'avoir une PCR à 40 sans symptômes. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des sacrées discordances dans les chiffres officiels. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que j'ai pas été beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Un topo qui laisse un peu rêveur, quoi. On va scotcher sur notre chaise. Parce que si on essaie de mettre une cohérence là-dedans, je veux dire, à la fin, ça veut dire qu'on ne veut pas soigner les gens, quoi. Qu'on ne veut pas faire correctement le taf, qu'on ne veut pas faire correctement le boulot épidémiologique et qu'on veut nous fourguer un vaccin, à l'évidence, quoi. Donc, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais quand vous comprenez rien, les Américains, ils disent « follow the money ». Suivez l'argent, quoi. Et donc là, on a un vrai problème. Donc, j'espère que ta présentation ne va pas nous faire tilter sur YouTube, comme ça nous est déjà arrivé. Je crois que déjà, ce que les autres ont dit avant moi, c'était pire que ce que j'ai dit. Donc, ce coup-ci, ça ne sera pas... C'est sûr, ouais. Bon, j'ai été licenciée de LinkedIn, enfin, supprimée de LinkedIn hier, donc ça me fait mon 3e prix Nobel en 6 mois, là. Non. Merci beaucoup. Voilà, t'insistes bien sur le fait que finalement, on utilise des outils pour suivre l'épidémie et pour mettre en place des mesures sanitaires extrêmement contraignantes finalement, ou des mesures thérapeutiques insuffisamment étayées, qui sont pas du tout robustes, quoi. Que ce soit le compte des morts, que ce soit finalement l'évaluation des traitements eux-mêmes une fois qu'ils ont été mis en route, même de définir combien on a eu de malades. Ça, voilà, je crois qu'on l'a dit, redit et re-redit, mais je le redis à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et tous les auditeurs. Un test positif, ça ne veut pas dire que vous avez le Covid. Le Covid, c'est la maladie inflammatoire induite par la présence de virus dans votre corps. Donc, un test positif, ça veut dire que vous avez du virus qui est là, ou des fragments viraux qui sont là. Et pour le grand public, avoir un test positif, c'est quelque chose d'extrêmement, oh là là, ils sont contagieux, etc. En fait, vous n'en savez rien. C'est pas parce que vous avez un test positif que vous êtes contagieux, pas parce que vous avez un test positif que vous allez être malade. Parce qu'en fait, on prend les choses à l'envers, et tu l'as bien dit,
c'est que la démarche médicale, c'est d'essayer d'établir une probabilité conditionnelle qui est P2A sachant B, quoi, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quelle est la probabilité d'être malade, sachant que j'ai un test positif, sachant que j'ai des symptômes. Et ça commence par des symptômes. Et donc, si ça doit commencer par un test, vous prenez le truc à l'envers. Et ça veut plus dire grand-chose, en fait. Quelle est la probabilité d'être malade si j'ai un test positif? En fait, elle est extrêmement faible. Quelle est la probabilité d'être malade si j'ai des symptômes? En fait, elle est déjà assez robuste. Et parfois, la probabilité, sachant les symptômes, même si j'ai un test négatif, va être tellement robuste qu'on va considérer que le patient, il est malade du Covid. Et on s'en fiche du résultat. Alors, à la fois, il y a une confusion dans le grand public, à la fois, il y a une confusion pour nos décideurs, à la fois, il y a une confusion, et y compris chez les médecins. Et aujourd'hui, à l'hôpital, on décide si quelqu'un est isolé ou non dans sa chambre, hein, c'est-à-dire est-ce que il est avec une aspiration d'air, on met le masque canard, tout ça, en fonction de ses tests eux-mêmes. Et on a une espèce de règle comme ça qui est au doigt mouillé, quoi, qui est à la louche. C'est-à-dire qu'on dit à 48 heures d'intervalle, si on a 2 tests à plus de 35 CT, nous on a la chance d'être à Marseille, déjà c'est pas 40, on a l'IHU, c'est à 35 CT. Si on a 2 tests à plus de 35 CT, c'est bon, on peut lever l'isolement. Mais ça non plus, ça veut rien dire. Alors on pourra faire tu pourras en dire quelque chose, Hélène, les prochaines fois, mais voilà, tu l'as dit, hein, au-delà de 28 CT, il y a déjà très peu de virus qui soient vraiment contaminants et qui peuvent provoquer une maladie. Et quand bien même vous auriez énormément de virus contaminants qui peuvent provoquer la maladie dans le corps, encore faut-il que vous arriviez à les cracher sur quelqu'un. Et finalement, ce qui reste, c'est quand est-ce que vous les crachez sur quelqu'un? Quand vous avez des symptômes. Donc, quand vous avez la chiasse ou quand vous avez le nez pris ou quand vous avez de la fièvre. Là, vous êtes peut-être contaminant. Et finalement, la probabilité d'être contaminant, sachant que vous avez des symptômes, versus la probabilité d'être contaminant, sachant que vous avez un test positif, ben, en fait, c'est le symptôme. On y revient, quoi. Donc, c'est la médecine de base, hein. Voilà. En fait, On Louis, est passé dans un délire où on essaie à la fois de piloter cette épidémie, de la soigner sur des instruments de pilotage, comme si dans votre cockpit, tous les instruments étaient faux. Là, votre altimètre vous dit pas la bonne hauteur. Votre speedomètre vous dit pas la bonne vitesse. À la fin, vous voulez atterrir avec ça. Bonne chance, quoi. La seule chose que vous allez à faire, c'est exactement ce que disent les pilotes d'avion. Quand vous comprenez rien à vos instruments, gaz au milieu, nez sur l'horizon. Voilà. Et là, peut-être vous aurez une chance de vous en tirer. Et puis surtout, regardez à travers le cockpit et regardez le réel. Arrêtez de regarder les instruments. En fait, Louis, tu as fait tes études de médecine il y a un peu moins longtemps que moi, mais moi j'ai appris un truc, je pense que toi aussi et tous les médecins ici, Olivier aussi, Philippe, la biologie est là pour éclairer la clinique et surtout pas le contraire. Moi je dis souvent à mes patients, j'ai une phrase, c'est je ne soigne pas des analyses, je soigne des gens. Mais ça, c'est la médecine de base qu'on a tous appris. Et là, depuis 1 an et demi, on a l'impression qu'on est devenu fou et que la médecine se fait dans des éprouvettes sans examiner les patients. D'ailleurs, il ne faut pas les examiner, il faut qu'ils restent chez eux. Donc, la clinique ne sert plus à rien et on se guide avec de la biologie dont Hélène vient de nous montrer encore une fois quelle était la fiabilité, la sensibilité. Donc, c'est vraiment incroyable, mais surtout, c'est des médecins, des gens aussi qui ont fait les mêmes études que nous, qui nous incitent à faire ça. C'est juste délirant. Philippe, tu avais des questions, je crois? Je voudrais juste ajouter quelque chose parce qu'on va me demander pourquoi on va excréter du virus alors qu'on n'est pas malade, parce qu'on sait maintenant que pendant des semaines ou même des mois après la guérison, on peut encore excréter des petits morceaux de virus. Et là, dernièrement, vient d'être publié un article qui montre que l'ARN du virus peut s'intégrer dans notre génome. Donc, ça peut expliquer, ce n'est pas encore prouvé, mais ça peut expliquer qu'on fabrique des petits morceaux de virus beaucoup de semaines ou de mois après avoir été guéri. Voilà. Attention, cette étude, elle était sortie en préprint en fait sur des cultures cellulaires qui montrait que déjà on voyait sur des cultures cellulaires qu'il y avait une intégration en fait. Donc quand les gens nous disaient mais l'ARN ça peut pas s'intégrer, les gars, enfin voilà, Didier Raoult il le dit bien quoi. Ça fait 30 ans qu'on le sait quoi. Et quand on a commencé à dire le virus il peut s'intégrer chez les gens et pourquoi pas des fragments d'ARN qui viennent d'ailleurs, hein, qui seraient voilà. Les gens ont rigolé et dit c'est pas possible. Et quand l'article est sorti en préprint, ils ont dit non, mais de toute manière c'est un préprint, ça veut rien dire. Maintenant l'article final est sorti à la fois sur des cultures cellulaires et sur des génomes de patients dans PNAS, qui est un très très gros journal en fait de l'académie de médecine, enfin de l'académie scientifique américaine. Et donc voilà, c'est prouvé quoi. Et ça peut peut-être nous éclairer sur un sujet dont on parlera à un moment, qui sont les Covid longs.
Alors pour le moment, c'est un gros fourre-tout, on ne sait pas ce que c'est, les symptômes c'est flou, personne ne sait vraiment bien définir ce que c'est. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui ont des Covid longs, peut-être parce qu'ils ont intégré le virus dans leur génome et qui continuent d'en cracher des morceaux à répétition et au long cours. Si je peux me Juste une permettre. petite chose humoristique avant de vous redonner la parole. Pour cette histoire de la médecine qui se fait à l'envers, à partir d'outils diagnostiques plutôt qu'à partir de la clinique, voire même à partir de courbes ou de chiffres, de nombres et de modélisation mathématique. Chaque année, vous avez une petite réunion en fait à Chamonix, ça s'appelle le CHAM. C'est entre Petit Four et Champagne, en fait. Tout le monde trinque gentiment. Et puis, il y a le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, le ministre de la Transition numérique, et parfois le président même, qui viennent trinquer avec le président de BlackRock, le patron de Facebook, et puis quelques chefs de service parisiens de la Pitié-Salpêtrière ou autres, par exemple. Et le sous-titre de cette réunion, c'est « Inventing the Future of the Healthcare System ». Et c'est en anglais dans le texte, alors que ça se passe en France. C'est drôle et que c'est pour le système de santé français. Et le grand projet de cette chose-là, vous avez toutes les vidéos qui sont visibles en ligne, donc vous pouvez aller les regarder. Hein. On s'inspire de l'exemple chinois, on s'inspire de l'exemple allemand, etc. Parce qu'il faut être très international. C'est qu'il faut faire le grand virage numérique de la médecine. Et que petit à petit, il faut remplacer les soignants par des algorithmes et par des machines. Parce qu'au moins, eux ne font pas d'erreur. J'espère qu'on démontre ce soir que l'humain a encore toute sa place. Oui, on a même, en fait, quand on voit l'ensemble des trois présentations, on se rend compte qu'il y a une volonté assez délibérée d'utiliser des informations fausses pour créer des sortes de manipulations de psychose dans la population. Et là, ce soir, les piliers principaux de la conviction qu'ont les gens de la gravité, que ce soit la pharmacovigilance, les statistiques ou les tests PCR, volent tous en éclats. Donc, il y a vraiment une volonté délibérée de donner une information tronquée et fausse. Et tu vas être complotiste, Olivier, il faut pas tomber là-dedans, quoi. Non, mais et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de ligne d'explication autre. C'est-à-dire, si on devait donner le poids statistique d'une hypothèse ou une autre, oui, non, il y a vraiment une volonté de ne pas soigner les gens, quoi, à l'évidence. Et quant au virage numérique, il y a l'émission qui est passée où effectivement on a vu que la totalité des données numériques de vos cartes vitales ont été vendues à des entreprises privées. Vous avez vu ça récemment à la télévision. Avant de repasser la parole à Philippe, je voudrais juste rassurer nos internautes. Et Hélène et Louis me diront si j'ai pas faux, mais quand il s'agit d'avoir des morceaux de virus qui persistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peut-être qu'ils sont même intégrés à notre génome, mais en tout cas qui persistent, ça donne des PCR qui sont faussement positifs, mais ce n'est pas un virus entier, c'est-à-dire c'est un virus qui n'est pas infectant et qui n'est pas contagieux. Est-ce que c'est bien de ça dont on parle, Hélène? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on reste contagieux pendant des mois. Voilà, comme je l'ai dit dans ma présentation, en gros, après 12 jours après l'apparition des symptômes, on ne trouve plus de virus cultivable infectieux. En moyenne, évidemment, il y a des gens chez qui ça a dépassé cette durée, mais en moyenne, après 12 jours, et surtout, au-dessus de 28 cycles d'amplification, on ne trouve pas de virus cultivable. Donc, supposément, on ne trouve pas de virus infectieux. Voilà. Après, il y a toujours des exceptions, mais c'est… Pas infectieux pour les gens qui comprennent ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous ne pourriez pas le donner à quelqu'un d'autre. En revanche, est-ce que la multiplication de ces particules virales à l'intérieur de votre corps par votre machinerie cellulaire elle-même peut être à l'origine de symptômes, c'est-à-dire déclencher la réaction inflammatoire du corps liée à ça? Il y a des chances que ça puisse faire quelque chose quand même. Et nous, on voit en pratique clinique des gens qui ont plus de virus, qui éteignent leur réaction inflammatoire, et puis boum, hop, ça repart. Il y a un renouveau du virus. Et boum, il y a à nouveau une réaction inflammatoire. Ah mince. Donc, ouais, il y a sûrement quand même et là, j'ai pas la preuve, si vous voulez, parce qu'on ne fait pas de génome à tous ces gens-là, c'est clinique. Mais on se dit, mais probablement c'est ceux-là qui l'ont intégré et la maladie, elle se pérennise, quoi. Voilà. Mais c'est important, Louis, que les gens comprennent que ce n'est plus une maladie infectieuse, il n'y a plus de virus entier, ils ne sont plus contagieux. Par contre, ils ont des particules virales, peut-être cette fameuse protéine spike, justement, qu'on injecte avec le vaccin, qui entretient une réaction immunitaire. Et nous savons que la vraie problématique de cette maladie, Covid, c'est la deuxième phase, qui est une phase inflammatoire et immunitaire, mais plus du tout infectieuse. Et c'est très important que les gens comprennent ça, parce que beaucoup ont dit ah, les gens vaccinés sont dangereux, ils vont nous transmettre le virus. Non, 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 il n'y a pas de virus,
il n'y a plus de virus, il y a des morceaux d'ADN, morceaux du virus qui ne sont pas infectants en soi, mais qui déclenchent des réactions inflammatoires et immunitaires potentielles et qui peuvent entraîner effectivement, par exemple, peut-être des Covid longs. Philippe, tu avais des questions, je crois, des internautes. Oui, alors il y a énormément de questions, donc ça peut, c'est vraiment le débat est passionné. Simplement, Clipperton qui par rapport à ce CT qui est normalement au-dessus de 28 ne serait pas valable. Vouloir détecter le Covid-19 avec des cycles trop élevés, c'est comme lancer des filets dérivants dans l'océan en espérant pêcher une espèce de poisson. En réalité, on attrape de tout. Et Alexandra qui rajoute que l'ANSM confirme que les cas positifs ont été surestimés. C'est gentil, merci, au bout d'un an et demi. Ces derniers mois, elle va donc remettre à jour les chiffres. Alors, quand on sait que toutes les mesures de confinement, de couvre-feu, etc., se sont basées justement sur les cas et non pas sur des malades, donc sur des cas positifs avec des CT, comme le prédit la HAS à 40, c'est vrai que ça fait un peu ricaner au bout d'un an et demi. J'aurais juste une petite précision sur les statistiques, sur l'intervention de Louis. Je vais m'exprimer en tant que statisticien sur le sujet et je pense que vous avez bien percé tous le problème sur le fait que, à mon sens, on a une prise de pouvoir décisionnelle qui vient du côté justement de la statistique et du numérique qui veut décider à la place des gens. Mais la médecine, c'est pas le seul pan de la société sur lequel on a une prise de pouvoir de certains organismes, personnes, idéologues qui veulent décider à la place des autres en disant qu'on va aller faire des algorithmes qui allaient être beaucoup plus performants que des humains qui décident. C'est ce qui arrive aux profs aussi. Il y a des personnes qui s'appellent des cognitivistes qui pensent que par des algorithmes, en étudiant le cerveau des gamins, on va inventer le cours le meilleur possible et qu'un prof, finalement, ça sert à rien parce qu'une fois qu'on aura mis les gamins devant une tablette avec le cours idéal qu'on aura trouvé, on pourra supprimer tout ce petit monde. Et ce qui se passe chez les médecins, pour moi, c'est un peu la même chose là, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'il existe un médicament miracle qui soigne tout ou une thérapie miracle à partir du moment où on aura un test de quelque chose qui sera positif et que c'est l'algorithme qui décidera. Et donc, il y aura plus l'application de l'art médical, et non pas de la science médicale, mais de l'art médical, qui se fera sur la relation médecin-patient et que tout ça, ce sera supprimé. Et je pense qu'on a un vrai risque dans la société du fait qu'aujourd'hui, on a une certaine passivité des gens et qu'on on se laisse déresponsabiliser. On laisse déresponsabiliser les profs de leur responsabilité d'enseignement et de prendre à cœur entièrement l'enseignement total avec la gestion du cours, la construction du cours et l'apprentissage complet envers les élèves. Et on est en train aussi de déresponsabiliser les médecins en leur prenant la décision de soins du patient. Et le fait qu'on ait une certaine acceptation dans tous les cas, mais je prends ces deux exemples-là, mais c'est général, des gens qui se laissent prendre leurs responsabilités par d'autres décideurs qui vont décider à leur place et leur prendre leur rôle pour les remplacer par de l'algorithmie, je pense que c'est une extrêmement mauvaise idée et que c'est pas du tout ni un gage de liberté ni d'efficacité. Et donc, c'est le statisticien qui vous le dit. Les statistiques n'ont rien à voir là-dedans et n'ont absolument pas à prendre le contrôle de la vie des gens et dans aucune manière. Merci Pierre de parler de ça. En fait, tu me lances sur un de mes sujets favoris, quoi, qui est l'anthropologie de la technique et la place et le virage transhumaniste techno-industriel numérique. J'en profite pour faire une petite publicité. J'ai aucune action, je vous rassure, mais j'adore Eric Sadin, en fait, qui est un auteur qui a écrit là-dessus. Je trouve que je les avais sur la table là parce que j'en discutais justement avec quelqu'un qui était avec nous ce soir. Donc c'est la vie algorithmique et ça a été republié à l'Échappée il y a très peu de temps en poche. Donc c'est moins cher et c'est joli. Et les éditions de l'Échappée, c'est une petite maison d'édition qui fait des choses d'ailleurs très anarchistes, très intéressantes. J'adore. Et donc allez-y, lâchez-vous parce que sur une critique du transhumanisme, là c'est vraiment intéressant. Donc vous allez avoir d'un côté Laurent Alexandre, Jacques Attali et Yohann Nouva Harari, et puis voilà, et puis la médiocrité de leur pensée et de leur vision du monde, qui consiste à détruire l'humain, qui est un anti-humanisme radical. C'est comme ça que le dit Eric Sadin. Puis de l'autre côté, le retour à l'art, le retour à la beauté, le retour à l'humain, à une créativité infinie dont il est capable et de prendre soin les uns des autres. Donc, je vais juste mettre la parole au centre pour peut-être un mot ou une phrase de conclusion pour chacun, si vous voulez bien. On termine là. Voilà, la parole est au milieu, la tranquille à vous. Bon, alors moi, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est juste une petite chose que je vous ai rajoutée. C'est très trivial par rapport à ce que tu viens de dire, Louis, parce que je sais qu'on va me poser la question. Dans les pays étrangers, j'ai regardé, et en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, j'ai bien l'impression, et même c'est carrément noté, qu'on ne rend des PCR positifs que si elles sont inférieures à 30. Voilà. Donc, il y a une différence de 10 et vous avez vu que ce n'est pas négligeable. Voilà.
excusez-moi, c'est un petit détail technique. Voilà. Ouais, moi je voudrais dire un petit mot sur ce qui se passe à La Réunion depuis hier, et Réunion comme les autres dom-toms, puisque normalement pour prendre l'avion on doit avoir des mesures impérieuses, c'est-à-dire le décès d'un proche ou un concours indispensable pour y aller. Donc les mesures impérieuses à partir du 9 juin, c'est une note du ministère qui date d'hier, seront levées pour les personnes vaccinées. Donc évidemment ça pose un problème, c'est que ces mesures impérieuses probablement ça commence dans les dom-toms et bientôt ça sera chez vous, peut-être pour prendre le train pour se déplacer entre régions. Ces mesures impérieuses ne disparaîtront jamais et seules les personnes vaccinées pourront peut-être à terme, in fine, se déplacer entre les dom-toms et la métropole, mais aussi probablement entre régions françaises. L'étape suivante étant l'arrêt de la septaine. Quand on va en métropole, on doit faire une espèce de confinement pendant 7 jours. Et bien là aussi, il est prévu que les vaccinés n'aient pas à faire cette septaine. Et puis, je conclurai avec une note d'un auditeur dont je l'ai anonymisé parce que c'est un petit peu embêtant. Alors, j'en ai assez, ma femme est amoureuse de lui, donc, mais il te remercie quand même. Mais attention, parce que tu plais beaucoup, Louis, et certains hommes commencent à être jaloux. Marié, fidèle et heureux avec 3 enfants, j'ai une femme merveilleuse. Désolé. Oui, je vais prendre la parole pour une conclusion très courte. Alors, Hélène disait une différence de 10. Oui, en nombre de grains de riz, on a vu que ça pouvait être énorme. Hein. Et voilà, donc maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est multiplier les pains ou multiplier les internautes et continuer à faire, à transmettre, j'ai envie de dire, la bonne parole, transmettre ces informations objectives, bienveillantes aussi, parce que, comme je le dis souvent, pour moi, la priorité, c'est d'enlever la peur. Et je crois que les interventions d'aujourd'hui ont permis d'enlever un peu cette peur. Il n'y a peut-être pas autant de morts, il y a peut-être pas autant besoin du vaccin. On en rediscutera. Je pense qu'il y aura d'autres interventions sur cette vaccination dont vient de parler Philippe. Pour moi, c'est une aberration scientifique, ce qui vient de décider pour les dom-toms, parce que en réalité, on laisse penser que les gens vaccinés ne sont pas transmetteurs. Or, justement, on le sait, le vaccin, c'est dans le dossier d'AMM des vaccins, les vaccins n'empêchent pas la transmission, la contagiosité. Et on sait aussi maintenant, de façon, tout le monde l'a constaté, qu'il y a beaucoup de gens vaccinés qui sont quand même malades. Peut-être le sont-ils moins, peut-être ils font une maladie moins grave, mais en tout cas, ils sont malades. Donc, ça veut dire qu'enlever la septaine aux vaccinés, c'est ouvrir la porte au virus dans toutes les îles, parce qu'on a compris que c'était dans tous les dom-toms, dans toutes les îles. Certaines îles sont Covid-free, on dit en ce moment. Et bien, laisser rentrer les vaccinés sans aucun contrôle me paraît même scientifiquement délirant, et je pense qu'on aura des mauvaises surprises. En tout cas, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite des aventures, mais surtout, déconfinez-vous, sortez, allez respirer, vivez, soyez heureux et n'ayez plus peur. Merci. Oui, je voudrais, pour conclure, dire 3 choses. La première, c'est que ces 3 exposés aujourd'hui ont été très intéressants. Ils ont battu en brèche 3 piliers fondamentaux de la politique, et c'est très important de le voir. Ce que tu dis, Philippe, est très important parce qu'on voit une dictature sanitaire beaucoup plus que rampante, avec une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés, avec une sorte de chantage et de prise en otage. Et puis la dernière chose, c'est de dire que, attention, le numérique, on voit bien comme il est manipulable, que ce soit au niveau politique ou sanitaire, et ne pas oublier que la médecine est d'abord avant tout une science, mais aussi un art, et que ça, ce sera irremplaçable. Et on sent bien cette volonté de supprimer les médecins, et ils sont indispensables à la santé. Voilà, diffuser largement l'information. On voit bien que le CSI est très important. Comme les grains de riz multipliés, retransmettez, et on va faire notre énorme média qui va être diffusé beaucoup plus que tous les mainstream à la totalité de la population. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à tous. Merci à Surya qui est parti un petit peu avant. Merci à Emmanuel Darle qui était dans les coulisses. Merci à Vincent qui prête son ordinateur et la chambre de ses enfants à Hélène pour se connecter. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Vous étiez plus de 4000 en fait encore maintenant pour une émission assez longue. Je réinsiste encore une fois, si vous créez une chaîne YouTube, on mettra à disposition pour vous tous les logos, etc., pour que vous puissiez en fait démultiplier l'information et qu'à la fin, on rentre à l'intérieur des écailles de YouTube
et qu'on arrive à grossir à l'intérieur et qu'on fasse péter le monstre en fait. Donc c'est l'enjeu. Et encore une fois, si ne serait-ce que 50 000 d'entre vous qui vont regarder cette chose-là, en fait, ne font que le regarder 3 fois avec 3 chaînes Gmail différentes, avec 3 comptes Gmail différents, donc déjà 3 vues, quoi. Et en fait, si on veut faire du view mining pour mettre en avant ce contenu, parce que sinon il restera en silo dans les gens qui regardent ça, et donc forcer l'algorithme YouTube à le montrer à d'autres gens, faites monter en termes de nombre de vues et donc éliminer des vues. Vous pouvez le faire aussi probablement en utilisant un VPN qui saute d'adresse IP en adresse IP et en relisant plusieurs fois les choses. Donc, je pense que c'est toutes ces techniques-là, il faut les employer. On est dans une guerre de l'information clairement. Les gens n'ont pas accès à l'information qu'on vous a donnée ce soir, pour beaucoup d'entre eux, parce que simplement l'algorithme YouTube ne leur propose jamais, parce que ils ont le malheur de lire Libé ou Le Monde et d'écouter Europe 1. C'est une malédiction pour eux, parce qu'en fait ils sont condamnés à rester au fond de la caverne. Donc montrez-leur qu'il y a une sortie à la caverne et que c'est dehors. Merci à tous pour ça. Et Surya, tu es revenu. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure? Attends, t'as pas de son. Avec le micro actif, c'est mieux. Merci à tous. J'espère que ma présentation et toutes les autres ont plu. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Et puis, il y aura toujours du monde pour vous répondre. J'ai oublié de préciser que Surya est membre actif de l'EMSIB, AIM-SIB, et vous pouvez retrouver certains de ses articles aussi sur le site, je crois. Voilà, gardez courage. Là, il y a une petite détente. Vous savez que dans les techniques de manipulation et de traumatisme, il y a toujours un petit moment d'indulgence inattendue pour en général retaper derrière. Et que là, on vous met à genoux et vous donnez vos enfants, vous en fichez, quoi. Vous voulez juste que ça s'arrête. Et donc, profitez de ces 2 ou 3 mois qui viennent, peut-être d'indulgence, pour vous organiser. Et ça veut dire ne relâchez pas. C'est le moment d'organiser les collectifs locaux, d'organiser la résistance, d'organiser, de faire des réseaux alternatifs, en fait, qui sortent de ce système fou. Et là, je vous donne juste une info. J'ai vu passer dans le chat des gens qui demandaient, alors comment on fait pour échapper? www.animap.fr, ça peut être une première idée. Ce sont des commerçants qui ont dit de toute manière, le pass vaccinal, voilà ce qu'on en fait. Et donc, voilà, privilégier ces réseaux-là. L'art de la non-violence, c'est l'action directe. Et le boycott et le boycott. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.